contre, c'est sur Public Sénat, à 18h30 et 22h30. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne un débat dans l'hémicycle du Sénat sur la situation des départements d'outre-mer. Ce sont les sénateurs de la mission d'information commune du Sénat sur l'outre-mer qui ont demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour du Sénat. Je vous rappelle que cette mission avait été constituée suite au mouvement de grève générale aux Antilles en janvier 2009. Depuis, les sénateurs ont rendu leur rapport dans lequel ils formulent 100 propositions pour l'avenir de l'outre-mer. Au niveau national, la restitution des États généraux de l'outre-mer s'est tenue il y a 3 semaines. Des propositions concrètes ont été formulées sur le pouvoir d'achat, la formation des prix, la concurrence, mais également les problèmes de société et de culture, sans oublier le lien entre l'État et l'outre-mer. C'est donc sur ces propositions que les sénateurs entendent revenir aujourd'hui avec ce débat. Ils interrogent Marie-Luce Panchard, la secrétaire d'État à l'outre-mer. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. Chers collègues, nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané dont la durée maximale a été fixée à 2 heures. Chaque sénateur peut intervenir pour 2 minutes maximum. La mission ou le gouvernement, ou la mission et le gouvernement peuvent répondre. Je crois que déjà Monsieur Longuet a demandé la parole. Vous avez la parole, Monsieur le Président, pour 2 minutes. Monsieur Frima. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne les utiliserai pas. Premièrement, je voudrais présenter à mes collègues des excuses pour ne pas avoir participé à la totalité du débat, qui était riche et passionnant, mais j'étais retenu par le déplacement du Président de la République s'exprimant sur les collectivités locales à Saint-Dizier. Je ne suis pas non plus le plus compétent du groupe UMP en matière de départements et territoires d'outre-mer, de cette France ultramarine, mais le groupe a estimé qu'il n'était pas inutile que le Président questionne le ministre ou le rapporteur, et sur un sujet qui sera extrêmement technique, pardonnez-moi, je suis membre de la Commission des Finances, le RSTA, le revenu supplémentaire temporaire d'activité, qui à bien des égards a contribué à régler la crise de l'été dernier et qui préfigurait le RSA. Il apparaît cependant qu'il y a des tensions, ou en tous les cas un risque d'impact sur les revenus compte tenu de la fiscalisation dont ce RSTA peut être l'objet et de son impact éventuel sur le PPE, et donc sur la prime, la PPE, pardon. Et donc je souhaiterais, Monsieur le Président, que Madame le Ministre puisse, sur ce point, nous rassurer. C'est un élément important de ces débats de ce début d'année. Ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison de poser cette question parce que je sais les inquiétudes concernant la mise en application du RSTA. Je voudrais simplement rappeler que le RSTA a été mis en place au moment de la crise et que dès le départ, il a été proposé pour assurer, je dirais, un complément de revenu, une mise en place d'une prestation sociale. Il n'y a eu aucune ambiguïté du gouvernement sur le fait que le RSTA était un RSA adapté et que c'était une prestation sociale. Et qu'à ce titre, s'agissant d'une prestation sociale, il était aligné sur le régime fiscal et social du RSA. Cela étant, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que se pose la question de la PPE, la prime pour l'emploi, et que bon nombre de nos compatriotes sont inquiets concernant l'application de la PPE. Aujourd'hui, tous les efforts du gouvernement sont concentrés sur la mise en application du RSTA. Je suis intervenue moi-même en me rendant en Guadeloupe auprès de la Caisse générale de sécurité sociale pour m'assurer que dès le mois de novembre, nous soyons au niveau de la cible qui est attendue pour la Guadeloupe et pour l'ensemble de l'outre-mer, c'est-à-dire qu'on puisse atteindre 200 000 prestations. Aujourd'hui, il est très difficile de dire, compte tenu du taux d'imposition en outre-mer, puisque vous savez que vous avez un abattement supplémentaire de 30%, c'est-à-dire 20 plus 10, il est très difficile de connaître aujourd'hui l'impact de la PPE sur le RSTA. Donc ce que nous proposons, c'est de faire un bilan de la situation et de rendre compte à la représentation parlementaire dans 6 mois. Pour l'instant, les bénéficiaires vont percevoir les 100 € qui correspondent au RSTA et nous verrons par la suite l'implication de la PPE ultérieurement. Voilà ce que je voulais dire à la date d'aujourd'hui. Merci.
Monsieur le Président Frima. Merci, Monsieur le Président. Je dirais, on a insisté, Éric Doligé et Serge Larcher ont été couverts de fleurs. J'ai toujours un remords dans ces cas-là, c'est de penser qu'on est à 10 jours de la Toussaint. Et que là aussi, c'est un endroit où, je dirais, il y a beaucoup de fleurs dans les cimetières. J'espère que votre rapport aura un meilleur sort. Madame la Ministre, ma question est la suivante. Nous allons être saisis d'un projet sur les modifications institutionnelles concernant les collectivités territoriales. Mon propos n'est pas d'en parler ici. Dans le même temps, la Guyane et la Martinique vont être saisis d'un référendum 74, article 74, puis éventuellement article 73. Donc, ils vont voter au moment où il y a incertitude sur conseiller territorial, pas conseiller territorial. On nous dit que l'adaptation législative sera faite pour la Guadeloupe, le Martinique et la Guyane par voie d'ordonnance. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et est-ce que c'est une manière pour vous de traduire immédiatement dans les faits les félicitations que vous avez accordées au travail parlementaire fait par Larcher et Doligé, puisque le Parlement n'aura pas à ce moment-là à s'occuper de ce phénomène. Or, une modification institutionnelle, ça doit passer dans le Parlement. Il n'est pas légitime de faire des ordonnances. Et deuxièmement, et je me tourne aussi vers mes collègues de la Réunion, c'est une interrogation que j'ai, je vous en fais part. Si d'aventure, mais on ne peut pas, je dirais, être sûr que le pire ne se produira pas, si d'aventure le conseil territorial était institué à la Réunion, comme en Guadeloupe, je crois que vous avez parfaitement compris le sens de ma pensée, mon cher collègue. Je dirais le pire n'est jamais exclu. Donc, nous aurons, je dirais, je prends les exemples de la Réunion et de la Guadeloupe, puisqu'ils ne sont pas concernés par le référendum du 17 janvier. Nous aurons donc, dans cette hypothèse, un territoire unique, une assemblée fait unique, qui aura à la fois conseiller général et conseiller. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président, de m'expliquer, je crains que vous ne puissiez saisir toute la finesse de mon propos en étant un peu perturbé. Donc, nous aurons une situation où il y aura de fait une assemblée unique. Est-ce que ça ne nécessiterait pas de consulter au titre de la Constitution, et telle est ma question, les populations, puisqu'ils se retrouveraient avec une assemblée unique, alors que le 72-4 prévoit que s'il y a modification institutionnelle, et c'en est une de taille, les populations doivent être consultées. J'aimerais entendre, Madame la Ministre, et sur le problème des ordonnances, et sur ce point particulier. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, je vais vous répondre par rapport effectivement à la situation de ces territoires qui n'ont pas la même évolution institutionnelle. La Réunion, et le sénateur Jean-Paul Vérapoulet a rappelé son attachement au droit commun. Donc la réforme territoriale s'appliquera pour la Réunion. Pour les autres, voilà. Non, parce que ça a été confirmé aussi par les élus, au sens où il n'y a pas de délibération du Congrès qui réunit le Conseil général et le Conseil régional à la date d'aujourd'hui. Donc, en l'absence de délibération, c'est le droit commun qui s'applique. Pour les autres départements, la Guyane et la Martinique ont fait valoir une évolution institutionnelle que nous organisons. La Guadeloupe s'est réunie aussi. Et la Guadeloupe a demandé un délai supplémentaire de 18 mois. On ne peut pas préjuger des résultats de la consultation. Si la consultation donne une évolution institutionnelle pour la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane, avec soit l'article 74, soit l'article 73 avec une collectivité unique, le problème est réglé. En revanche, si à ces deux questions nous avons un non, il fallait quand même préserver les intérêts de ces territoires et donc, pour gagner du temps, nous avons pris le principe d'une ordonnance qui permettra d'inscrire de nouveau les collectivités dans le droit commun, puisque ça voudrait dire qu'en ayant refusé l'évolution institutionnelle, elle souhaite rester dans l'identité législative. Et je voudrais ajouter pour terminer qu'il ne faut pas, peut-être dans le cas de la collectivité unique, faire une confusion entre collectivité unique et collectivité identique, parce que ce serait un regroupement, je dirais, des compétences des deux
collectivités, départements, régions, au travers de ce conseil territorial, et on n'aurait pas besoin d'une consultation de nouveau au regard de l'article 72. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Pignard. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous avez évoqué il y a un instant les problèmes du logement social. Mes collègues de l'Union centriste sont effectivement préoccupés par cette question. La loi pour le développement économique de l'outre-mer a voulu apporter un certain nombre de réponses dans ce domaine, notamment en concentrant les efforts financiers sur le logement social par un nouveau mécanisme de défiscalisation. Les textes d'application sont sur le point d'être adoptés, mais pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner des précisions concrètes, surtout alors que les professionnels sont particulièrement inquiets quant à cette période de transition? Quelles mesures comptez-vous prendre pour permettre une mise en œuvre effective et rapide de ces nouvelles mesures de la loi dans le secteur du logement? Je signale aussi, mais nous en parlerons lors du débat budgétaire, que le projet de loi de finances 2010 prévoit une baisse des autorisations d'engagement sur la ligne budgétaire unique. Certes, cette baisse est faible, 0,25%, mais je ne crois pas que ce soit un signal positif, d'autant qu'il a été solennellement adopté dans la loi que la ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, la mission d'information a énuméré des points qui restent à approfondir pour résoudre la crise du logement, par exemple sur les paramètres de la ligne budgétaire unique, ou sur les normes et règles techniques qui pèsent lourdement et souvent inutilement sur les finances des bailleurs et des promoteurs. Et puis, il faudrait évoquer aussi la question du foncier, vous y avez fait allusion. La mission propose une solution innovante, un droit au foncier opposable, c'est-à-dire une sorte de droit de tirage des collectivités locales sur certains terrains de l'État en vue de réalisation d'opérations. Les modalités restent à fixer, mais que pensez-vous de cette mesure donc, qui pourrait répondre localement à certains besoins et qui pourrait avoir un intérêt incitatif sur les services de l'État, parfois, il faut bien le reconnaître, peu mobilisés sur la question? Enfin, dernier point, la mission d'information faisait également le constat de l'extrême urgence en ce qui concerne l'habitat insalubre, et le récent rapport de notre collègue député Serge Letchimy conforte cette analyse. Quelles mesures concrètes, là aussi, comptez-vous prendre pour combattre enfin fortement cet habitat indigne? Madame la Ministre, si la mission veut intervenir, à tout moment, elle peut le faire. Monsieur le sénateur, sans dévoiler les décisions qui vont être prises dans le comité interministériel de l'outre-mer, parce que vous en doutez que la question du logement sera abordée, je peux vous apporter quelques précisions d'ores et déjà. Vous dire qu'au niveau de la défiscalisation, il y a une volonté de déconcentrer la gestion des dossiers au plan local pour permettre une plus grande réactivité. Et qu'il y a de la possibilité aujourd'hui. Les décrets d'application seront opérationnels, je l'ai dit, dès le mois prochain. Donc, on va pouvoir utiliser toutes les possibilités de la LODEOM, à savoir soit la LBU plus la défiscalisation, soit la défiscalisation. Ça, c'est la première chose. Sur les normes techniques, je sais qu'effectivement, le rapport a soulevé un certain nombre d'interrogations, à la fois sur des normes environnementales. Je note par ailleurs que dans le cadre de l'habilitation, il est possible pour les collectivités de faire valoir cette possibilité en demandant l'habilitation, ce qui permettrait de revoir les normes et donc d'abaisser les coûts de construction des logements sociaux en Outre-mer. Donc c'est une voie à explorer, nous pouvons tout à fait le faire. Aujourd'hui, la Guadeloupe a cette habilitation. Lors de mon déplacement, je n'ai pas manqué de l'évoquer avec les bailleurs sociaux. Donc il y a une piste de travail. Alors sur le foncier, certes, le rapport propose un droit opposable au foncier. Je suis pas sûre que ce soit forcément la bonne formulation. L'essentiel pour nous sur le foncier, c'est de maîtriser le foncier, de faire en sorte que le foncier ne soit pas un frein au lancement de ces opérations. Il y a plusieurs possibilités qui ont déjà été expérimentées, avec notamment le FRAFU dans le cadre du plan de relance. Nous avons mis en place des conventions d'action foncière dans certains départements, notamment à La Réunion. À la Guadeloupe, ça commence et je peux vous dire que c'est un succès puisque ça permet de baisser considérablement la participation des collectivités. Il y a des pistes aujourd'hui. Elles seront confortées parce que nous savons qu'il faut agir à la fois, certes, sur les paramètres des opérations et en même temps sur les paramètres de la LBU, merci monsieur le rapporteur, sur les paramètres de la LBU et en même temps sur la question du foncier. Ces points seront traités dans le cadre du comité interministériel. Voilà, merci. Monsieur le rapporteur.
permets juste de donner deux chiffres à mon collègue là, en tant que rapporteur au niveau budgétaire pour la Commission des finances. Sur la LBU, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il y avait eu une peur lorsqu'on a discuté de la loi il y a quelque temps, de la LODEOM, en disant la LODEOM va finalement conduire à baisser la LBU et nous aurons de la défiscalisation qui va prendre sur la LBU, donc la ligne budgétaire unique. En réalité, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont inscrits dans le budget qu'on va vous présenter très prochainement, on s'aperçoit que la ligne ne bouge pas, puisque en autorisation, il y a 255,1 millions contre 254,5. Donc c'est vraiment une diminution excessivement faible, mais que par contre les crédits de paiement augmentent. Et ce qui compte sont les crédits de paiement. Et les crédits de paiement passent de 206 à 210 millions, soit 2% de plus. Donc il n'y a pas de souci particulier à se faire pour l'année à venir. Monsieur le Président. Oui, je voudrais juste compléter sur le problème des logements sociaux. Les freins, c'est en particulier, il y a deux freins en fait. Il y a d'abord le frein dû au problème de l'indivision dans les départements d'outre-mer, en particulier à la Martinique, qu'il faudra régler avec la LODEOM, mais aucun décret d'application n'est pris, mais il faudra trouver un moyen de régler ce problème d'indivision. Deuxième problème, ce n'est pas tant le foncier qui n'est pas disponible, c'est la viabilisation du foncier, c'est l'aménagement du foncier. Et quand on sait que les communes, et nous allons le voir tout à l'heure, sont exsangues, eh bien on a une difficulté à sortir du foncier pouvant être construit par la suite. Le problème, c'est d'abord faire l'effort sur le foncier. Le FRAFU que vous avez évoqué est loin de faire l'affaire. Il faudrait franchement une action vigoureuse pour pouvoir permettre de libérer, non pas le foncier, mais ces terrains viabilisés et pour qu'ils puissent être construits. Voilà. Ministre, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Si. Juste pour ajouter par rapport à ce que vient de dire Serge Larcher, il y a aussi la question de l'implantation dans nos territoires d'établissements publics fonciers. Hein. Voilà. Donc, vous le savez mieux que moi. Merci. Bien, Madame Ouareau. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Président. Non, rapidement, cette mission a été décidée début d'année, enfin si je me souviens bien, c'était suite à l'expression de la crise, parce que la crise ne date pas seulement d'une année, donc survenue l'année passée, début de cette année. Moi, ce que je souhaite, j'ai cru comprendre, Madame la Ministre, que un semblant de pas calendrier, mais d'un suivi. Alors, ne faudrait-il pas imaginer un calendrier faire des points d'étape entre vous et nous, Sénat, pour essayer de faire émerger au fur et à mesure les propositions, les préconisations qu'on a fait là dans la mission et aborder au fur et à mesure, mettre en débat les propositions parce que c'est vrai, le président va annoncer des mesures le 6 septembre. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà et donc essayer d'imaginer ce calendrier pour faire des points d'étape? Merci. Ministre. Sénatrice, il est vrai que la question du suivi des décisions qui seront prises sont très importantes. J'ai indiqué tout à l'heure que nous souhaitons être dans une réponse concrète et donc de s'assurer que les choses seront faites. C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, vous savez qu'au niveau de chacun des territoires, les ateliers des États généraux vont être transformés en des comités de suivi, parce que nous avons aussi ce devoir, à la fois pour tous ceux qui se sont mobilisés dans le cadre de cette consultation, de faire des propositions, et à la fois vis-à-vis de la population elle-même qui a participé à cette consultation. Donc les modalités sont en train d'être fixées. J'ai noté aussi que le président du Sénat a décidé, au niveau de votre mission, de mettre un comité de suivi. À des moments donnés, si vous le souhaitez, nous pouvons effectivement débattre et travailler parallèlement pour échanger par rapport à ces avancements qu'à la fois vous constaterez et que nous aussi nous mettrons en place. Merci. Monsieur Leclerc, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais que ce débat d'aujourd'hui soit l'occasion pour nous de faire un premier point donc sur la question des surpensions des fonctionnaires de l'État outre-mer. Cet avantage, on le sait tous,
sobrement baptisée indemnité temporaire de résidence ou ITR, consiste en une majoration des pensions qui va de 35 à 75% et que la Cour des comptes avait dénoncé non seulement pour son caractère inéquitable, mais aussi pour ses abus et ses fraudes. Au terme d'un marathon législatif qui a duré au moins 5 années, cette ITR a fait l'objet l'an dernier donc d'une réforme qu'on peut qualifier complexe et aussi très progressive. Alors je souhaite, Madame, vous poser quelques questions assez simples. La première, toutes les dispositions réglementaires d'application ont-elles été prises? La deuxième, où en sont les mesures de contrôle que le législateur avait précisément souhaitées pour renforcer et les rendre enfin effectives? Enfin, quel est et quel sera le bilan financier à court, moyen et long terme de cette réforme? Dégagera-t-elle quelques moyens pour favoriser les priorités du développement de l'outre-mer? En effet, si je vous pose ces questions, c'est que je suis à la lecture du site internet de votre ministère très dubitatif et entre autres, 82% vous affirmez des bénéficiaires actuels de l'ITR ne verront pas leur indemnité modifiée par la réforme qui ne les concerne pas. Alors, que penser de l'effectivité d'une telle réforme? Madame, ensuite, je redoute donc que cette réforme, qui a été conçue avant la grave crise financière que nous traversons, ne soit hélas qu'un coup d'épée dans l'eau. En effet, rétrospectivement, on peut dire qu'elle apparaît d'une faible portée, pour ne pas dire plus. Je rappelle que son calendrier d'application est d'une lenteur désespérante. Un tel délai 2028 nous semble, et c'est un euphémisme, beaucoup trop long. L'ITR, et c'est une majorité de nos concitoyens qui l'aperçoivent comme ça, est un avantage d'un autre temps, illégitime et qui doit disparaître le plus vite possible. Enfin, est-il utile de préciser que l'accroissement des déficits sociaux consécutif à la crise que nous traversons rend désormais impossible toute perspective d'extension des surpensions aux territoires ultramarins qui n'en bénéficient pas. Sur ce point d'ailleurs, la réforme que nous avons votée apparaît là encore très ambiguë. Elle prévoit en effet un rapport au gouvernement à ce sujet. Alors Madame, qu'en est-il donc de ce rapport dont le contenu, je l'espère, sera publié et pourra faire l'objet d'un débat public? En définitive, chers collègues, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Si la réforme de l'ITR que nous avons votée ne devait pas en être une, le sujet, sachez-le, sera sur la table du rendez-vous de 2010 sur les retraites. En effet, comment pourrions-nous demander à 25 millions d'actifs et 13 millions de retraités de consentir à de nouveaux sacrifices pour sauver notre pacte social si les surpensions perdurent? Merci. Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, tout d'abord, je voudrais vous rappeler que cette réforme était une réforme difficile. Dans le cadre de la refonte générale des politiques publiques, l'outre-mer a fortement participé à la RGPP et l'ITR en est un exemple. Mais vous le savez, cette réforme était d'autant plus difficile qu'elle concernait un nombre important d'ultramarins et que mon prédécesseur a eu le courage de porter cette réforme jusqu'au bout. Ça, je tenais à vous le rappeler, ce d'autant qu'aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises, mais il faut savoir que le parti qui a été retenu pour amorcer la réforme était de faire en sorte qu'elle intervienne sur le flux et que donc il n'était pas question de remettre en cause les retraites constatées. Donc tant que nous sommes dans le stock, on peut comprendre aujourd'hui que les effets ne soient pas ressentis immédiatement et qu'il faudra plus de 20 ans pour y parvenir. Mais simplement, l'objectif, il est là. L'objectif, on va l'atteindre et je pense que le gouvernement a eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette réforme qui n'était pas simple à mener.
Alors, s'agissant de l'accompagnement, je dirais des retraites qui avaient été évoquées à l'époque lors du débat, Éric Woerth, le ministre du Budget, sera amené prochainement à rendre un rapport à la représentation parlementaire sur ce point et il y aura bien évidemment sujet à échanger au vu des informations qui seront portées dans ce rapport. Merci. Merci, madame. Oui, monsieur le rapporteur. Oui, juste quelques explications complémentaires pour mon collègue sénateur. Simplement, je voudrais quand même rappeler qu'on est arrivé à cette réforme après des périodes difficiles. Il a fallu de très nombreux amendements du Sénat qui ont été refusés au fil du temps. Et finalement, c'est le rapporteur général du budget qui a pu glisser dans le collectif budgétaire, qui a pu glisser un amendement qui a permis de commencer à faire évoluer le système de façon courageuse, comme vous l'avez dit, Madame le ministre. Alors simplement, je voudrais rappeler sur les chiffres, quand on regarde les courbes, bien sûr, ce pas des courbes extraordinaires, puisqu'on continue à avoir une progression du coût au fil des années, puisque l'on a simplement, je dirais, atténué les conditions d'entrée et plafonné les conditions d'entrée. Ce qui veut dire que les sommes versées chaque année continuent à augmenter encore pendant un certain temps et que ça n'est qu'à partir de 2028 qu'on commencera probablement à voir les sommes diminuer. Mais le tableau que vous pourrez lire avec, je pense, beaucoup de plaisir et qui vous remonteront le moral, dans le rapport qu'on sortira lors de l'analyse budgétaire, eh bien, fait ressortir que si l'on était à 270 millions en 206, on sera à 350 millions en 2010, à peu près. Donc, c'est une progression qui, à terme, va s'inverser. Président Larcher. Juste une précision, c'est pour la clarté du débat, dire que les départements d'outre-mer du côté Amérique, Martinique, Guadeloupe, Guyane n'ont jamais bénéficié d'ITR et par conséquent ne demandent absolument rien concernant l'ITR. Peut-être parce qu'on y vit moins longtemps dans ces départements. Donc ils n'ont pas besoin de retraite. Merci. Claude Guise a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite revenir sur le problème du foncier. Alors, notamment pour la Martinique, on nous dit souvent que si on ne nous accorde pas plus de LBU, c'est parce que de toute façon on ne pourrait pas consommer parce qu'il n'y a pas de foncier. Alors on a déjà dit tout à l'heure qu'en fait, ce qui manque, c'est du foncier viabilisé. Alors bien sûr, l'État participe dans le cadre du FRAFU au financement de la viabilisation. Mais il y a un problème qui se pose, qui est celui de la conditionnalité, de la règle de conditionnalité dans le partage de l'intervention entre l'État et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales doivent intervenir au moins à hauteur de 20% de la différence entre la charge foncière réelle et une charge foncière de référence. Alors, compte tenu de la situation que l'on a évoquée très largement aujourd'hui concernant les collectivités territoriales, on se rend bien compte que si on veut avancer, il faut que l'État fasse un effort. Le Conseil général en Martinique a été la seule collectivité pratiquement à porter à bout de bras la part des 20%. Il est d'ailleurs monté beaucoup plus, à 30% à un moment donné. Nous avons consacré plus de 7,7 millions d'euros entre 2000 et 2006 à cela, et nous venons de débloquer 1,7 million d'euros pour aider à sortir des opérations. Mais nous sommes pratiquement à la limite de nos possibilités. Alors ma question, c'est le gouvernement peut-il accepter, puisqu'on a beaucoup parlé d'adaptation, il paraît que c'est vraiment très simple, hein, si j'en crois mon collègue Virapoulet. Et là, on n'a pas besoin du traité de Lisbonne, on n'a pas besoin de demander une habilitation, on n'a pas besoin que les décrets de la LODEOM sortent, c'est quelque chose de très simple. Le préfet de Martinique a fait remonter la demande côté administration. Nous avons à de multiples reprises demandé cette chose très simple, supprimer cette règle de la conditionnalité, de manière qu'on puisse ajuster de part et d'autre et selon les situations. Et pour être le plus conciliant possible, je demande, peut-on supprimer cette règle, même pour une durée limitée, le temps que nous traversions la crise et que les choses changent avec toutes les mesures que l'on nous a annoncées aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre.
Monsieur le sénateur, vous vous posez une vraie question sur la conditionnalité. Vous savez que c'est la règle de 20% de participation des collectivités sur les opérations. Des efforts ont déjà été faits, puisque vous avez indiqué notamment au travers du FRAFU, et aussi la convention d'action foncière, qui permet de réduire la participation des collectivités de 20% à 10%. On a bien conscience qu'aujourd'hui, ce système constitue un frein pour les opérations. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce point sera largement pris en compte. Je ne peux pas aller aujourd'hui plus loin parce que vous convenez que le débat se situe en amont du comité interministériel de l'outre-mer. Tout n'est pas complètement bouclé, mais ce point sera abordé très largement. Voilà. Merci Madame le Ministre. Colette Codicelli a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, la loi portant réforme de l'hôpital qui a été promulguée le 21 juillet dernier, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure dans vos propos, doit permettre à l'offre de santé sur les territoires ultramarins comme d'ailleurs en métropole d'être mieux coordonnée, plus efficiente, d'une qualité accrue, tout ceci bien évidemment dans le cadre de contraintes financières réelles. Cependant, si j'ai voulu insister, c'est sur le point du fait qu'il existe des spécificités des régions ultramarines qui justifient un accompagnement tout à fait particulier en matière de santé. Je pense par exemple en particulier aux conséquences de certains risques naturels comme les cyclones, les tremblements de terre, à l'insularité, à l'éloignement de la métropole, ou encore à certaines pathologies tout à fait particulières aux zones tropicales, comme la drépanocytose, le diabète ou certains cancers de la prostate. Alors, ce que je souhaitais, Madame la Ministre, c'était que vous nous rassuriez, que vous puissiez nous dire dans quelle mesure ces particularités sanitaires des départements d'outre-mer seront prises en compte dans le cadre du plan Hôpital 2012 présenté par Xavier Bertrand, à l'époque ministre de la Santé, comme dans le plan Santé Outre-mer dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Bien évidemment, cette question relèverait plutôt des réponses que Roselyne Bachelot devrait vous apporter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le plan de santé outre-mer tel qu'elle l'a présenté aux Antilles, les questions que vous évoquez qui concernent notamment les risques naturels sont prises en compte, puisque un programme important de réhabilitation des établissements hospitaliers est prévu, et c'est dans ce cadre qu'à titre d'exemple, l'hôpital, le CHU de Pointe-à-Pitre va être reconstruit, et ce qui représente une enveloppe non négligeable. En ce qui concerne aussi les maladies particulières qui concernent l'outre-mer, ces dispositions sont aussi dans le plan de santé, puisqu'il y a un plan drépanocytose qui est prévu, et d'autres mesures qui concernent le plan santé outre-mer va répondre, et elles seront confortées à l'occasion du comité interministériel de l'outre-mer, notamment en ce qui concerne la formation, la recherche et dans bien des domaines. Merci. Daniel Raoul a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais rebondir sur une des propositions de la mission sénatoriale qui avait d'ailleurs proposé la création d'une maison des richesses des Outre-mer, un lieu de meilleure connaissance de leurs spécificités et surtout de la valeur ajoutée qu'elle apporte à notre pays. Or, le 6 octobre 2009, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Frédéric Mitterrand, a décidé de créer une mission permanente destinée à valoriser les richesses culturelles de l'outre-mer, en vue notamment de contribuer au développement économique et social de ces territoires, et de la confier à M. Michel Collardel, conservateur général du patrimoine. Un rapport d'étape est d'ailleurs attendu pour la fin du mois de janvier 2010. Ma question, Madame la Ministre, concerne le périmètre, la méthode, les moyens de cette mission. Et pourquoi d'ailleurs le secrétariat d'État à l'outre-mer n'est-il pas le maître d'œuvre de cette initiative? Si je me fie aux compétences de la personne responsable de la mission, j'ai peur que ceci se restreigne aux valeurs culturelles avec un grand C, et non pas prendre l'ensemble des valeurs des richesses de l'outre-mer. Et ceci m'inquiète quand je pense en particulier à toutes les valeurs
qui se trouvent dans les lagons, dans la faune, dans la flore, et qu'on s'en tienne simplement à un patrimoine ou alors à des œuvres littéraires. Et je crois que l'outre-mer a bien d'autres richesses à nous faire partager, et je crains que Monsieur le conservateur général du patrimoine s'arrête simplement à des considérations qui, à mon avis, d'abord ne seraient trop restreintes. La deuxième question concerne comment cette mission va travailler, en particulier avec les ultramarins et leurs représentants. C'est une question quand même, je pense que les élus de ces territoires ont sans doute une connaissance assez complète des richesses. Et comment compte-t-il aussi travailler avec les assemblées parlementaires et faire en sorte que l'initiative qui avait été soulevée dans ce rapport puisse avoir une suite? Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, vous avez soulevé la question d'une meilleure prise en compte de l'identité culturelle des Outre-mer et à la fois de la valorisation des atouts et des potentialités de l'Outre-mer. C'est un sujet crucial puisqu'il fait partie d'un axe fort des points qui ont été soulevés au moment de la crise sociale où la question de l'identité était au cœur des préoccupations des ultramarins. Donc vous imaginez bien qu'à l'occasion des décisions qui seront prises, cette dimension sera retenue. S'agissant de la mission dont vous faites état, je ne peux que me féliciter que le ministre de la Culture s'approprie la question de l'outre-mer. Le secrétariat d'État à l'outre-mer n'a pas vocation à se substituer à l'ensemble des compétences et des missions des autres ministères et à ce titre, je trouve que les différents ministres devraient encore mieux traiter la question à l'outre-mer à chaque fois qu'une question se pose au plan national. Et bien évidemment, sur cette mission qui ne reflète pas la prise en compte uniquement de ce patrimoine, mais bien évidemment, il y aura d'autres éléments complémentaires. Le ministre aura naturellement le soin d'associer tous les ultramarins, aussi bien les territoires que mon secrétariat, et je serai amené à le rencontrer très prochainement pour débattre certes de la mission, mais d'autres points qui concernent l'outre-mer, notamment l'implantation d'un certain nombre de centres culturels en outre-mer, qui pose aujourd'hui la nécessité d'une plus forte implication de son ministère. Donc je ne peux que me féliciter de l'action du ministre de la Culture dans ce domaine. Alain Gournac. Madame la ministre, je vais vous parler d'emploi, plus exactement de chômage, puisque vous savez que dans les DOM, le chômage est 2 à 3 fois plus important qu'en métropole, atteignant près du quart de la population active de chaque département, 20,6 en Guyane, 24,5 à La Réunion, et quand on regarde le taux de chômage moyen en métropole, c'est 7,5. Et le problème le plus grave, c'est que le chômage touche particulièrement les jeunes, soit près de la moitié des jeunes actifs de 15 à 24 ans, contre 20% au niveau national. Je considère que cette situation est d'une extrême gravité et une action de très grande ampleur est nécessaire pour endiguer ce fléau. Je dis bien ce fléau. L'État doit s'engager à mobiliser davantage de moyens pour agir sur les causes profondes du chômage massif des jeunes, et en particulier l'absence ou l'insuffisance de qualification. Alors, Madame la Ministre, voilà la question que je vous pose. Je voudrais vous parler des contrats aidés outre-mer. Est-ce que ces contrats aidés outre-mer vont continuer en 2010? Car dans cette situation qui est particulièrement préoccupante, particulièrement dégradée de l'emploi, il faut absolument avoir des réactions qui soient des réactions fortes pour sortir ces Français du chômage et en particulier ces jeunes. Merci. Madame la ministre. Pour traiter la question du chômage, qui est une préoccupation essentielle en Outre-mer, notamment le chômage des jeunes, je crois qu'il faut agir à 2 niveaux. Il faut agir sur le plan économique. C'est bien la portée de la loi pour le développement d'Outre-mer qui a été votée au Parlement au mois d'avril, puisqu'effectivement, le souci du gouvernement a été de concentrer tout l'effort et tout le soutien aux entreprises dans des zones d'activité dont nous savons pertinemment qu'elles sont créateurs
de richesse, c'est le développement durable, c'est les nouvelles technologies, où nous savons demain qu'il y a un vivier pour créer des emplois demain. Donc il faut agir sur le secteur économique. Il faut aussi encourager à l'emploi par les exonérations de charges, même si aujourd'hui je sais que ça peut soulever des débats. Il faut maintenir l'outil de défiscalisation, qui n'est pas en Outre-mer une niche fiscale, mais qui soutient le secteur économique, même si aujourd'hui je sais que ça soulève un débat, mais ça permet de maintenir des activités et donc de préserver l'emploi. Et par ailleurs, il faut agir aussi en direction des populations concernées. Ça passe par le retour à l'emploi, et les contrats aidés sont une façon de permettre ce retour à l'emploi. Donc, je considère qu'aujourd'hui, ces contrats aidés doivent être maintenus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'enveloppe est maintenue. Simplement, il faut avoir à l'esprit que les contrats aidés dans le secteur public peuvent générer des difficultés pour les collectivités par rapport à la charge que ça supporte ultérieurement, compte tenu des frais assédiques que les collectivités devront supporter. Donc, aussi, on est dans cette difficulté. Mais au-delà de la question, effectivement, de l'emploi, il y a toute la question aujourd'hui de la formation. Et sur la formation, je crois qu'il faut concentrer, il faut avoir une politique beaucoup plus cohérente, il faut mettre en relation les plans de formation avec les débouchés qui existent sur le territoire. Il ne s'agit pas de faire de la formation pour de la formation, parce qu'on crée de la frustration chez nos jeunes aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une véritable adéquation entre la formation qui est dispensée dans les centres de formation en Outre-mer avec les besoins de ces territoires. Or, aujourd'hui, nous savons que nous sommes encore très loin de cette approche. En tout cas, le gouvernement va l'encourager. Et puis, aussi, un dernier élément qui est important pour nous. On constate en Outre-mer une augmentation forte de l'illettrisme. Il faudra que là-dessus, nous ayons des mesures très concrètes, parce que ça, c'est aussi une source d'exclusion de nos jeunes. Et si nos jeunes sont exclus, je pense que demain, nous allons recréer des conditions pour avoir une nouvelle tension sociale, ce que nous ne voulons pas. Monsieur le rapporteur. Juste, parce qu'il y a la formation, il y a un certain nombre de sujets, bien évidemment, l'orientation. Je voudrais juste donner un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé pendant la mission. On a écouté le recteur à La Réunion, qui nous a dit que chaque année, il y avait, dans l'éducation nationale, 1000 embauches. Un turnover, 1000 embauches. Que sur les 1000 embauches, ils venaient tous de métropole. Il y en a 900 qui viennent de métropole et il y en a 100 qui viennent de La Réunion, alors qu'il y a suffisamment de sorties à La Réunion de gens qui ont Bac+5 et qui espèrent rentrer dans l'éducation nationale. Bon, la problématique, c'est bien évidemment dans les concours, il y a beaucoup de gens de la métropole qui, avec une surrémunération de 1,53, enfin de 53%, sont quand même intéressés à les passer, faire passer un temps à La Réunion. Bon, et bien évidemment, les jeunes qui sont sur place, qui ont moins d'ancienneté, moins de compétences, moins de bouteilles entre guillemets, ont plus de difficultés à obtenir le résultat au concours, et finalement, ils voient des métropolitains passer devant. Je vous fais pas de dessin pour l'ambiance que ça peut créer, la déception des jeunes sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il doit pouvoir y avoir une réflexion à ce niveau-là. Alors on n'a pas la solution, mais on a quand même des pistes intéressantes. Si on dit qu'il vaut mieux savoir le créole pour pouvoir enseigner là-bas, déjà ça met une petite frontière quelque part. Bon, enfin je pense qu'il y a une petite réflexion à faire. Merci. Georges Patient. Madame la ministre, dans votre intervention, vous avez été particulièrement muette sur les demandes de dotation en faveur des collectivités territoriales de Guyane et également en faveur d'un déplafonnement de la dotation superficielle. Bon, j'espère que le 6 novembre, nous serons davantage rassurés sur ces deux points. Ma question va surtout porter sur la visibilité des Outre-mer dans les médias, un sujet traité également dans le rapport du Sénat. Comment le secrétariat d'État compte-t-il agir pour accroître cette visibilité quand on sait que le principal média des Outre-mer, RFO, rencontre de plus en plus de difficultés pour remplir ses missions de service public? Et pourtant, son rattachement à France Télévisions réalisé courant 2004 avait pour objectif, au dire du ministre de la Culture et de la Communication du moment, de garantir le développement ainsi que la pérennité de l'audiovisuel public ultramarin. Pour l'heure, seule France O, passée du statut de chaîne de l'outre-mer à celui de la diversité, semble et encore retenir l'attention de la direction centrale. Madame la ministre, pourriez-vous nous donner des assurances que l'organisation de l'ensemble des chaînes de télévision publiques à travers une entreprise commune sera effectivement synonyme de développement et non de régression
tant pour les cultures d'outre-mer que pour les salariés de RFO. En clair, les stations régionales de RFO vont-elles enfin disposer d'un budget de production spécifique aux identités culturelles de chaque territoire? Les salariés ultramarins de RFO vont-ils bénéficier de manière égalitaire de la mobilité au sein des autres chaînes? Enfin, ces cadres originaires de nos régions vont-ils exister au niveau de l'encadrement supérieur de l'entreprise commune, sachant que ce n'est pas le cas aujourd'hui, aucun d'entre eux ne siégeant dans le comité exécutif de l'entreprise? Ministre. Monsieur le sénateur, ne considérez pas que j'ai été volontairement muette. J'ai simplement illustré dans mes propos quelques exemples et j'ai indiqué que, bien évidemment, je laissais au débat la possibilité qu'on puisse aller plus loin dans les questions. Donc, s'agissant de la dotation dont vous parlez pour la Guyane, ce que je veux vous dire aujourd'hui, on a bien conscience que la situation de la Guyane et aussi celle de Mayotte n'est pas comparable avec les autres départements d'outre-mer. Et qu'à ce titre, il est tout à fait normal que l'État se pose la question d'un accompagnement particulier pour la Guyane et pour les collectivités de la Guyane. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui parce que cette réflexion est en cours. S'agissant de la question de la visibilité, aujourd'hui, il y a une convention d'objectifs et de moyens du CSA pour prendre en compte cette visibilité au travers de nos chaînes de télévision. Nous espérons pouvoir aller plus loin. Nous engageons un travail à ce sujet, mais pour ce qui est de RFO, convenez avec moi que nous sommes dans une question qui relève de la gestion à l'interne de France Télévisions et je crois que cette question devrait plutôt la voir avec mon collègue Frédéric Mitterrand qui peut à ce moment-là examiner plus en profondeur. Je dis bien que le ministre de l'Outre-mer n'est pas le Premier ministre des Outre-mer. Il doit travailler en lien avec l'ensemble de ses collègues sur des questions très techniques et celles que vous posez en ce qui concerne RFO nécessitent effectivement un rapprochement avec le ministère de la Culture. Monsieur le rapporteur. Oui. Très bien. Madame la ministre, je vais vous poser une petite question. Et vous supposez qu'elle a trait à l'octroi de mer. Je pensais ne pas vous la poser aujourd'hui, mais j'ai une émission ce soir en télévision et les maires, je sais, vous écoutent en ce moment. Donc, quand vous allez me répondre, vous allez leur répondre en même temps. L'octroi de mer, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une enveloppe prélevée sur nos importations et sur la production locale et qui vient financer essentiellement les budgets des communes et les budgets des régions. Or, l'octroi de mer, lors de notre passage à Bruxelles, nous avons constaté que les commissaires avaient reçu un rapport venant de chez vous et que ce rapport, à mi-étape, puisque l'octroi de mer est autorisé jusqu'en 2014, devrait montrer la pertinence du dispositif visant à développer l'emploi, l'activité, l'emploi, donc les entreprises, etc. Et ce rapport ne prouve absolument rien, il serait totalement vide. Nous a-t-on confié et que si cela devait rester en l'état, l'octroi de mer disparaîtrait en 2014. Et vous comprenez les mois des maires entendant de tels discours. Par conséquent, aujourd'hui, la question est de savoir si l'État entend envoyer un autre rapport à Bruxelles montrant effectivement la pertinence du dispositif, ou bien si l'État a pensé à une solution, un financement pour se substituer à l'octroi de mer. Alors, j'ai beaucoup entendu des choses. Je vous rappelle, Madame la Ministre, que les autres RUP, Canaries, Madère et Açores, qui ont un dispositif équivalent, ont déposé le rapport qui est très probant. Ce qui nous a un peu surpris, c'est que nous n'arrivions pas à donner un document qui nous rassure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, par la suite de la crise, et de la crise additionnée aux événements de début d'année, l'octroi de mer a connu un affaissement à la Martinique en particulier, mais dans les autres départements d'outre-mer, et le manque à gagner est de l'ordre de 35 à 40%. Quand on sait que cet octroi de mer finance à hauteur de 50, même 65% les budgets des communes, les budgets de fonctionnement des communes, on comprend très bien quelles difficultés les maires auront à financer, à terminer l'année. Je précise que l'octroi de mer sert surtout à payer les salaires, à assurer la charge salariale dans les communes. Par conséquent, Madame la Ministre, est-ce que l'État, de ce côté-là, envisage apporter un soutien aux différentes communes,
ou bien si l'État, qui a un dispositif d'octroi de mer qui s'appelle fonds de garantie, hein, mais qui ne garantit absolument rien, qui garantit quand ça augmente et quand ça diminue, il n'y a pas de garantie du tout, pour personne. Donc, si l'État entend apporter une solution concrète du moins, aux communes, de façon à leur permettre de terminer l'année et de fêter la Noël. Je vous remercie. Merci. André Villiers. Ah, Madame la ministre, vous voulez répondre? Madame la ministre. Je voudrais répondre effectivement sur la question de l'octroi de mer. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'octroi de mer, c'est une recette essentielle pour les collectivités. J'ai aussi indiqué qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà de l'octroi de mer. Ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas une position qui consiste à pérenniser l'octroi de mer. Simplement, vous savez, avec moi, qu'il faudra qu'on justifie auprès de Bruxelles les retombées de cet octroi de mer, à la fois, certes, par rapport aux ressources des collectivités, ça, il n'y a aucune difficulté, mais sur les conséquences bénéfiques des productions locales. Or, aujourd'hui, quand je regarde les différentes listes, ABC et le différentiel, j'ai eu l'occasion de le faire hier pour partir à Bruxelles, je peux comprendre la difficulté à établir ce rapport en direction de la Commission pour que la Commission soit convaincue que nous avons intérêt à maintenir ce dispositif. Donc moi, ce que je vous propose, monsieur le sénateur, c'est que nous puissions lancer une étude en lien avec les collectivités locales, parce que vous savez que c'est les régions qui fixent les taux de l'octroi de mer et qu'à ce titre, elles détiennent toutes les informations qui nous permettront d'avoir une analyse conjointe qui soit en faveur du maintien de cet outil fiscal en direction de l'outre-mer. Ça, c'est la première chose. Sur la baisse de l'octroi de mer, vous savez qu'elle est étroitement liée au phénomène que nous avons connu cet hiver, à la fois dans une volonté pour augmenter le pouvoir d'achat, nous avons baissé, les collectivités ont pris le parti de baisser l'octroi de mer, et en même temps, du fait du ralentissement de l'activité économique, les marchandises ne rentrant plus sur le port de Martinique et de Pointe-à-Pitre, forcément, vous avez une baisse aussi de l'octroi de mer. Donc on a bien conscience que ça aura des effets très désastreux sur les finances des collectivités. Il y a des dispositifs qui existent. Le plan Cocarde, vous le connaissez aussi, de la restructuration financière qui peut être envisagée en lien avec l'AFD. Nous serons particulièrement attentifs pour faire en sorte que ces deux dispositifs fonctionnent et soutiennent pendant cette période difficile les collectivités d'outre-mer. Merci. André Villiers. Permettez-moi, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, Monsieur le rapporteur de cette mission, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, de goûter cet instant privilégié, celui de la première intervention dans cette prestigieuse enceinte pour le nouveau sénateur que je suis. Cet instant constituera pour moi un inoubliable souvenir et j'oserais teinter d'exotisme. Pour vous, mes chers collègues, je forme le vœu qu'il soit l'occasion de se remémorer votre première intervention sous les riches ors du Sénat. C'est donc un parlementaire, j'y viens, métropolitain, qui s'intéressera à un sujet relevant d'agriculture, et si je n'ai pas eu moi-même l'occasion de traiter sur place d'une question, hélas, commune au département d'outre-mer et à la métropole, je veux dire la régression des surfaces agricoles, je souhaite néanmoins, Madame la Ministre, vous interroger sur la situation dans les départements d'outre-mer. En effet, l'évolution de la surface agricole utile est inquiétante dans ces départements et plus particulièrement dans les Antilles, avec une chute de près de 25% en 15 ans. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre dans ce domaine, éventuellement via la loi de modernisation agricole qui devrait être discutée au Parlement en 2010, afin d'assurer un véritable plan de restauration de l'espace agricole? Merci. Merci. Alors, la parole, Madame la Ministre. Effectivement, la question des surfaces
agricole utile pose une difficulté en Outre-mer puisqu'on assiste à une baisse considérable de ces surfaces et ça ne permet pas la diversification agricole et ça ne permet pas de maintenir l'activité agricole qui est essentielle parce que vous savez aussi que le gouvernement appuie fortement cette diversification agricole dans le cadre de sa politique d'un développement endogène et d'un soutien de la production agricole et donc ça passe de la production locale, donc ça passe par le maintien de l'activité agricole. Conscient effectivement de cette diminution importante des surfaces agricoles, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture pour envisager un texte qui permettra de limiter et d'éviter ces déclassements aujourd'hui qui font que cette surface agricole diminue considérablement. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je voulais dire à mon collègue que dans le rapport, page 160, là, on donne effectivement les surfaces avec leur diminution, surface agricole, mais une des propositions que l'on fait, c'est d'engager un véritable plan de restructuration ou de restauration plutôt de l'espace agricole en augmentant la surface agricole utile, la SAU, et à la suite des différents entretiens qu'on a eus sur place. Alors vous remarquerez d'ailleurs dans le rapport que chaque département a entre 25 et 40 000 hectares à peu près. C'est quand même des chiffres assez proches et on est persuadé que dans bien des cas, on doit pouvoir arriver à augmenter de façon très sensible les surfaces utiles en restructurant les territoires, en utilisant des parties de territoire qui ne le sont pas actuellement. On a rencontré des personnalités locales qui nous ont confirmé qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. En plus, l'État, souvent, possède, je ne parle pas de la Guyane, hein, parce que là, c'est une évidence, puis je ne voudrais pas provoquer mes deux collègues, mais l'État possède bien souvent des surfaces qui doivent être récupérables et pouvoir être mises en culture. Merci. Alors, la parole est à Jacques Gillot. Madame la ministre, permettez-moi de revenir sur le problème du chômage et singulièrement du drame du chômage des jeunes dans les DOM. La mission sénatoriale a préconisé la mise en place d'un véritable plan Marshall pour combattre ce fléau. En effet, le chômage touche massivement les jeunes des DOM. Près de 50% des jeunes actifs, 15-24 ans, sont au chômage contre 20% au niveau national. Parmi les causes identifiées arrive en premier rang le faible taux de qualification. Or, les taux de sortie sans diplôme du système éducatif sont très élevés. L'insertion des jeunes sur le marché du travail constitue bien, pour les départements ultramarins, un enjeu spécifique. De 26% à 58% des jeunes ont quitté en 2007 le système scolaire sans diplôme. Je m'interroge donc sur les modalités selon lesquelles le plan jeune annoncé le 29 septembre dernier par le président de la République sera décliné dans ces départements, notamment en ce qui concerne le RSA jeune. Alors, Madame la ministre. Effectivement, la question de l'emploi des jeunes reste essentielle, je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut qu'on puisse agir sur la qualification, la formation. Ça, c'est une chose. Au niveau des jeunes qui sont complètement loin de l'emploi et de la société, vous savez qu'on a un dispositif qui est celui du SMA. Il ne suffit pas en soi, mais c'est une approche. Il y en aura d'autres parce qu'il faut notamment agir sur le cursus scolaire et en même temps, il faut agir sur la formation. Ce point sera vu. Mais en ce qui concerne votre demande d'appliquer le RSA jeune, la question, elle est très simple. Il n'y aura pas de cumul entre le RSCA, qui est un RSA adapté, et le RSA, puisque le RSA jeune, c'est une extension du RSA. On ne va pas faire cumuler sur les territoires les deux dispositifs. Ça avait été clairement indiqué par le gouvernement au moment de la mise en place du RSCA. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de l'application du RSCA pendant 3 ans, parce qu'il est lié, comme vous le savez, à un accord professionnel, l'accord BIDO. Mais s'il y a des voies aujourd'hui pour faire en sorte que le RSA devienne la solution pour l'outre-mer, car nous considérons comme vous que c'est peut-être la solution la plus juste et qui répond mieux aux préoccupations des ultramarins, je l'ai dit lors de mon déplacement aux Antilles, je suis tout à fait disposée à vous accompagner, monsieur le sénateur. Merci, Madame la ministre. Alors, c'est à François-Noël Buffet. Je n'oserais pas dire, Monsieur le Président, que je désespérais. Monsieur le Président, Madame la ministre, je voudrais aborder un sujet qui
n'a pas été abordé, me semble-t-il, jusqu'à maintenant. En tous les cas, je n'étais pas au début des débats, et je vous prie de m'excuser, qui est celui de l'immigration clandestine. L'actualité récente, et l'actualité mahoraise en particulier, vient de nous rappeler tout le drame que draine l'immigration clandestine. En 2006, le Sénat, par l'intermédiaire du rapporteur que j'étais, avait commis un document, un rapport de commission d'enquête sur ce thème-là, au terme duquel nous avions fait 45 recommandations, dont certaines d'ailleurs, il faut le dire, ont été reprises soit par le texte de 2007, soit par le texte de 2006 ou le texte ensuite voté en 2007. Pour autant, il me semble utile que vous puissiez peut-être ce soir, de façon évidemment pas très exhaustive, mais faire le point sur l'évolution à la fois des moyens de contrôle mis en place par l'État, également de la lutte contre le travail illégal, qui est un sujet évidemment qui est la source ou une des sources de l'immigration clandestine, et enfin sans doute ce qui peut représenter, me semble-t-il, une façon de percevoir une solution, les coopérations avec les pays voisins, comment celles-ci se sont-elles mises en place, d'ailleurs se sont-elles mises en place, ou en tous les cas sont-elles en train de se mettre en place. Merci Madame. Merci Madame la Ministre, je vous en prie. Alors, la question de l'immigration en Outre-mer est une préoccupation du gouvernement. Je voulais vous dire que, notamment à Mayotte, les moyens ont été renforcés de manière considérable. En tête, j'ai les chiffres, rien que pour la PAF, c'est 290% d'augmentation. C'est pour vous dire le nombre de fonctionnaires qui ont été mis à disposition. Pour la Guadeloupe, il y a une augmentation de 20%. En Guyane, c'est 40% des effectifs de la PAF. Mais s'agissant plus particulièrement de Mayotte, on a une cellule de coordination opérationnelle, gendarmerie, douane, ainsi que la PAF et la marine, et qu'il est prévu un 4e radar. La Guyane, vous savez que l'opération Harpie contribue à limiter l'immigration sur ce territoire. À Saint-Martin, il y a un local de rétention administrative qui a été créé en 2008. Vous voyez bien que la question de l'immigration est bien prise en compte puisque les moyens sont renforcés en Outre-mer, sachant qu'aujourd'hui, le nombre de reconduites Outre-mer est exactement du même niveau que le nombre de reconduites au plan de la France hexagonale, puisque nous sommes à 25 000 reconduites en Outre-mer à comparer aux 25 000 de la France hexagonale. Mais c'est vrai que la lutte contre l'immigration passera aussi par la lutte contre le travail clandestin. Et c'est bien pour la raison pour laquelle le RSA peut être aussi une solution s'il était appliqué en Outre-mer. Ça permettra effectivement de limiter ce travail clandestin. Et aussi, ça passe par un renforcement de la politique de coopération, ce qui a été amorcé au niveau de Mayotte avec la mise en place d'un groupe technique de haut niveau qui doit permettre le rapprochement entre Mayotte et les Comores, mais qu'aujourd'hui, compte tenu des résultats de la départementalisation, alors que nous avions amorcé le travail et qu'il y avait déjà des approches entre les élus de ces deux territoires, aujourd'hui c'est un point mort, mais nous espérons bien relancer ce groupe technique de haut niveau pour permettre cette coopération. La parole est à la présidente Michèle André. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, une des propositions du rapport sénatorial concerne la visibilité des Outre-mer. Comment le secrétariat d'État compte-t-il agir pour accroître celle-ci dans les médias ? Des contacts ou des engagements ont-ils été pris dans ce sens avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier la création d'une agence nationale et d'agences régionales pour la promotion des cultures ultramarines associant les collectivités locales et les associations, solution qui permettrait de produire des programmes de plus large diffusion, a été proposée par la mission. Comptez-vous la mettre très prochainement à l'étude, Madame la Ministre ? Madame la Ministre. Sur la question de la visibilité des Outre-mer, je ne vais pas me répéter, je viens de le dire tout à l'heure, notamment par rapport à la convention qui existe avec le CSA. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a un fort besoin du milieu culturel pour la création de cette agence. Ça fait partie des propositions qui sont aujourd'hui à l'étude. C'est à Catherine Procaccia de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le rapport que j'ai évoqué tout à l'heure sur le chlordécone, nous avons mis l'accent sur la pollution des eaux continentales et des milieux marins, risque qui nous a paru avéré eu égard aux prélèvements effectués par l'Ifremer.
Récemment, le ministère de l'Agriculture a interdit par arrêté préfectoral la pêche en Martinique et je crois en Guadeloupe. Je pourrais m'estimer contente puisque cela signifie que notre rapport a été lu, mais pour ma part, il a peut-être été lu, mais il n'a pas été compris. En effet, avec Jean-Yves Le Déaut, nous préconisions de réaliser davantage de prélèvements sur les poissons. Avant de prendre une décision, je veux dire à mes collègues qu'il y a eu 144 poissons étudiés et prélevés en Guadeloupe et 244 en Martinique. En 2 ans, ça ne fait quand même pas une population très importante, sans compter que ces poissons ont eu des résultats très contestés. Et quand un tasar est contrôlé positif, on n'est pas dans le Tour de France, mais on est bien dans une course aussi, dans une baie, ça ne signifie pas que tous les tasars sont positifs ou inversement. Or, matériellement, depuis le mois d'avril, je ne vois pas comment l'Ifremer aurait pu réaliser suffisamment de prélèvements complémentaires pour obtenir des certitudes. J'en conclus que cette décision relève donc seulement de la législation européenne sur les LMR, limites maximales résiduelles, que l'Europe a fixée à 20 microgrammes par kilo, alors que l'AFSA, qui est quand même très prudente, fixait cette limite à 50 microgrammes et que les États-Unis, qui sont, je rappelle, à l'origine et de l'interdiction, mais aussi de la fabrication du chlordécone, la fixaient à 300. Le principe de précaution appliqué aussi aveuglément sur le fondement de quelques échantillons est pour moi de nature à encore davantage angoisser les populations. Sans compter qu'interdire aux Antillais de manger du poisson local, c'est accroître le diabète, les maladies cardiovasculaires qui se développent avec le changement du bol alimentaire, mais c'est aussi concourir à la création de circuits de commercialisation clandestins et accroître les achats à l'extérieur de poissons, ce qui va à l'encontre de tout ce que nous avons entendu cet après-midi pour l'économie locale et pour les éléments alimentaires. Madame la ministre, je vous demande donc si vous comptez intervenir sur ce dossier qui fragilise à la fois les pêcheurs et la population antillaise et demander que davantage de poissons soient effectivement prélevés pour savoir si cette mesure peut être levée ou non. Alors, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, pardon, Serge Larcher, oui. Vous avez la parole. Oui, merci. C'est justement un prolongement de l'interpellation de ma collègue sur le chlordécone. C'est qu'une bonne partie, finalement, de la zone côtière est entièrement interdite à la pêche. Et quand on sait que l'essentiel de nos marins pêcheurs pêchent dans cette zone-là, vous comprenez que leur activité est compromise et le revenu aussi. Par conséquent, on comprend qu'il c'est bien des mesures de précaution, de respecter le principe de précaution, mais encore, il serait encore mieux que l'on garantisse à ceux qui ont comme seul revenu le produit de la pêche, quand on sait que nous sommes dans un département où nous sommes les deuxièmes consommateurs de pêche, de poissons, après le Japon. Vous pensez bien que ce sont des revenus qui disparaissent des familles qui se trouvent en difficulté. Alors, Madame la Ministre, quelles dispositions pensez-vous prendre pour permettre à nos marins pêcheurs martiniquais d'avoir des revenus convenables afin de compenser les pertes importantes qu'ils sont en train de subir aujourd'hui? Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, la question du chlordécone soulève à la fois un problème de santé publique. Souvenez-vous dans quelles conditions le plan chlordécone a été mis en place et qui mobilise des moyens considérables de l'État. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, puisque c'est le Premier ministre lui-même qui est venu à la Martinique annoncer ce plan. Ce plan invitait le gouvernement à réaliser et l'État à faire plus de prélèvements pour assurer cette sécurité à l'égard de nos compatriotes, parce qu'en même temps où je comprends le souci de préserver l'activité pêche, il faut savoir qu'à un moment donné, on a considéré que peut-être les Martiniquais et les Guadeloupéens étaient victimes d'un empoisonnement. Alors vous comprendrez bien qu'au regard des prélèvements qui ont été faits récemment, il était, je dirais, normal
que dans le contexte actuel, on ait pu prendre un arrêté de suspension qui n'est pas un arrêté d'interdiction. En plus, cet arrêté ne concerne pas toute la pêche, mais quelques espèces. Et nous sommes en attente des conclusions de l'AFSA, qui normalement devrait intervenir au mois de novembre. Et si l'AFSA ne confirme pas, cet arrêté sera levé. Mais bien évidemment, si cet arrêté confirme, si la décision de l'AFSA confirme les prélèvements tels qu'ils ont été faits pendant cet été, il faudra bien prendre des décisions. Nous sommes dans une question de santé publique et là-dessus, le gouvernement ne voulait prendre aucun risque. C'est le principe de précaution qui a été appliqué et qui d'ailleurs a été vu en lien avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, qui sont largement compétents sur cette question. Dans le cadre du plan chlordécone, il y a de possibilités d'indemnisation et je peux vous dire que cette question de l'arrêté de suspension a été vue en lien avec les comités régionaux de pêche, puisque le préfet, à la fois celui de la Martinique et de la Guadeloupe, a réuni ces comités régionaux pour faire le point avec eux et examiner leur situation sur le plan économique. Alors, nous poursuivons avec Anne-Marie Payette. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma collègue Procaccia et moi-même, nous avons posé des questions sur le plan santé outre-mer et nous n'avons pas obtenu de réponse bien précise. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant, vous pouvez nous informer sur le montant des crédits qui seront consacrés à ce plan santé outre-mer? Alors, qui répond? Le plan santé outre-mer a été repris dans le cadre des États généraux. Aujourd'hui, je ne peux pas décliner à la place du ministre de la Santé toute la programmation des mesures qui sont prévues dans le plan santé. Le plan santé outre-mer, il est public. Je peux reprendre dans le détail les différentes dispositions en matière de formation, en matière de numerus clausus, en matière, je dirais, de recherche et développement, en matière de renforcement de nos établissements hospitaliers, en matière de risques naturels, je viens de le dire, en matière effectivement de plans particuliers pour certaines maladies. Maintenant, la déclinaison de ce plan découle des prérogatives du ministère de la Santé. Et bien évidemment, si vous souhaitez des éléments complémentaires, on se rapprochera du ministère pour vous les donner. Voilà, merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Juste un petit mot, Madame le Ministre. Tout à l'heure, c'était le ministre de la Santé, puis le ministre de l'Agriculture, puis le ministre de la Culture. Ceci ne m'incite simplement à dire qu'il faudrait peut-être que vous ayez une mission interministérielle, ce qui éviterait peut-être de faire appel aux autres collègues. Ça vous permettrait d'avoir une vision plus globale. Vous voyez que finalement, nos propositions tiennent debout. On va retenir la proposition de Monsieur le rapporteur. Bon, c'est Antoine Lefebvre qui a la parole. Ouais, Merci Monsieur le Président. Je souhaite, comme notre nouveau collègue de Lyon, revenir sur la situation de l'agriculture. Les départements d'outre-mer ont des cultures traditionnelles à vocation d'exportation sur le territoire de la métropole, comme bien sûr la banane ou la canne à sucre. Afin de créer les conditions d'un développement économique solide des départements d'outre-mer, la mission commune d'information a estimé nécessaire dans son rapport de renforcer les secteurs économiques traditionnels des départements d'outre-mer qui jouent encore aujourd'hui un rôle central. En effet, selon des données communiquées par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, les cultures traditionnelles d'exportation représentent encore aujourd'hui plus du tiers de la valeur de la production agricole de ces régions, 34% pour la Réunion, 36% pour la Guadeloupe et 51% en Martinique. L'agriculture des départements d'outre-mer est aujourd'hui confrontée à un défi, permettre aux exploitations d'atteindre une taille critique. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle est la stratégie du gouvernement pour le développement des filières agricoles ultramarines? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, d'abord je voudrais remercier les rapporteurs et puis tous les sénateurs qui ont participé à cette mission, parce que s'agissant des propositions en matière agricole et notamment sur la diversification agricole, ça rejoint tout à fait les préoccupations du gouvernement et les préoccupations de mon ministère. Bien évidemment, nous avons, je dirais, la volonté de procéder à une plus grande diversification agricole et qu'à ce titre, nous allons soutenir. Nous savons qu'il y a des filières
qui peuvent être développées, notamment la filière pêche qui doit être soutenue plus fortement, ou la filière de l'élevage. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter un centre d'élevage à la Martinique récemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ferons en sorte que le programme POSEI puisse venir en appui sur ces secteurs nouveaux d'activité dans le domaine agricole, mais que cela se fera aussi en préservant les cultures traditionnelles qui sont la banane et la canne à sucre, qui font partie, je dirais, du patrimoine de ces territoires. Et il n'est pas question, à un moment donné, de considérer qu'une activité se ferait au détriment d'une autre. Bien au contraire, c'est la complémentarité que nous souhaitons faire jouer, ce d'autant que l'expérimentation et l'organisation de la filière banane peut être un formidable exemple pour les autres filières, notamment lorsqu'il s'agit de les regrouper. Merci. Alors, Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le Président, Madame la Ministre, peut-être pour prolonger la proposition du sénateur Dolliger, en attendant cette mission interministérielle, on aurait souhaité voir peut-être la présence d'autres collègues, de vos collègues ministres, voire même le Premier ministre, pour des questions aussi importantes que l'outre-mer, qui a mobilisé, me semble-t-il, le Président de la République durant le mois de février. Alors, j'ai conclu tout à l'heure mon exposé en vous demandant de façon précise quelles seront les propositions qui seront retenues parmi les 100 propositions et dans quel calendrier. Alors, à défaut d'une réponse très précise, permettez-moi de prendre au hasard 3 propositions. La première, ça concerne la proposition numéro 17. Quelle est votre doctrine par rapport à la fiscalité du spatial? Est-ce que vous avez l'intention de répondre de façon favorable à la proposition qui a été faite, à savoir un rapport quant aux retombées de l'activité spatiale, aux exonérations faites à l'entreprise, grande entreprise multinationale, l'ESA, et j'en passe et j'en passe. La deuxième question est relative, suite à un constat, ça c'est la proposition numéro 20, quant à l'allègement des dettes sociales par rapport aux collectivités locales, si ces dernières s'engagent dorénavant à honorer leurs dettes. Et enfin, concernant la Guyane, il y a en particulier 2 communes qui rencontrent des difficultés financières particulières, qui ne peuvent pas s'intégrer dans le plan de restructuration financière. Est-ce qu'elles peuvent prétendre au plan Cocarde, donc d'où cette proposition d'amplifier et d'étendre le plan Cocarde à l'ensemble des autres communes d'outre-mer. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, écoutez, si vous cherchez quelque part à ce que je dévoile ce soir l'ensemble des propositions qui vont être soumises au comité interministériel, vous comprendrez que je ne peux pas aujourd'hui apporter des réponses sur ce point. Bien évidemment, j'ai donné quelques pistes, puisque j'ai indiqué notamment sur la question des difficultés financières aujourd'hui rencontrées par les collectivités, ce que nous pouvons faire, et vous avez repris l'idée du plan Cocarde, et j'ai parlé de restructuration financière, et j'ai indiqué qu'on fera en sorte que ce soit encore beaucoup plus effectif et beaucoup plus fort, de manière à soutenir les collectivités pendant cette période difficile. Donc nous n'avons pas exclu toutes les propositions qui figurent dans le rapport. Je considère qu'aujourd'hui, bon nombre de ces propositions reviennent dans celles qui ont été formulées par les États généraux, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on en retrouve au niveau du comité interministériel, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait eu aucune écoute. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur la question que vous soulevez concernant le spatial, je veux simplement vous rappeler que cette demande que je connais de la Guyane depuis plusieurs années, faut quand même l'examiner d'une manière beaucoup plus globale. Les dirigeants, aujourd'hui, ont fait part de leur engagement d'aller au-delà de leur contribution actuelle, mais il faut savoir que le spatial dispose d'un statut particulier qui est un statut européen et que ça nécessite qu'on regarde les choses de plus près. Merci. Jean-Paul Virapoulet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma première question concerne le logement social, qui est un secteur d'activité clé de l'outre-mer. Ici même, grâce au soutien de cette Assemblée, nous avons fait voter dans la LODEOM un amendement qui permet la défiscalisation du logement social. Il ne nous a pas été communiqué de projet de décret, mais nous avons un bon réseau de renseignements.
Et nous avons constaté, Madame la Ministre, avec déception d'ailleurs, que le plafond de ressources pris en compte pour le logement, la défiscalisation du logement social outre-mer est inférieur au borloo populaire. Alors, si tel est le cas, les placements iront plus facilement en métropole vers le borloo populaire que vers le logement social outre-mer. Je pense qu'il faut revoir cette question parce qu'aujourd'hui, le bâtiment a licencié plus de 5000 personnes à La Réunion. Les grands travaux ne reprendront pas tout de suite et c'est véritablement le grand secteur d'activité. C'est le premier secteur. Dans 1 ou 2 ans, ce sont les TIC qui passeront devant, deviendront le premier secteur. Mais aujourd'hui, c'est le logement social. Alors je compte sur vous pour revoir cette question, l'étudier sérieusement, en relation avec les promoteurs et avec l'industrie du bâtiment et des travaux publics, parce que une mauvaise fixation du plafond risque de coûter à l'État beaucoup plus cher qu'une incitation raisonnable et raisonnée. Le deuxième secteur, c'est les TIC. Là aussi, on a pris connaissance du projet de décret et on l'a soumis à nos amis des différentes associations qui s'occupent du développement des TIC Outre-mer, qui est en passe de devenir le premier secteur de développement. Et nous avons constaté qu'il manque dans ce décret un certain nombre d'activités qui sont clés pour l'avenir. Éditeurs de logiciels, services de distribution, édition de jeux électroniques, téléservices, téléactivités, multimédia, production audiovisuelle, etc. Je me suis permis de vous transmettre directement, Madame la Ministre, l'ensemble des secteurs qui ne sont pas concernés. Et si tel était le cas, le décret tel qu'il est prévu ne concernerait que 36% du secteur d'activité dans les TIC. Reconnaissez avec moi que pour un secteur clé de notre développement, ça serait dommage de l'étrangler au lieu de lui donner l'oxygène nécessaire pour un développement de l'emploi. L'emploi empêche bien des misères outre-mer et on en a bien besoin. Puis deux petites questions rapides. On l'a vu avec la pêche en Martinique, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions d'outre-mer, notamment la Réunion. Aujourd'hui, les traités européens nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'adaptation. Avec cette cellule qui sera créée auprès de vous-même, auprès du Premier ministre, la mission propose auprès du Premier ministre, et nous sommes solidaires de sa proposition. Envisagez-vous une directive au cas, par secteur nécessitant une adaptation, ou bien une directive communautaire un peu clé qui balaye plusieurs secteurs et donne à l'outre-mer les moyens de son développement. S'agissant du RSA, je termine. Il y a eu un grand débat ici. Vous verrez dans le journal officiel que nous avons dit clairement, parce que c'était avant l'accord Binot, mais l'accord Binot c'est 3 ans, mais l'accord Binot c'est un accord tampon, parce que le RSA n'était pas appliqué outre-mer. Mais si on nous posait la question aujourd'hui, vous vous référez au JO et vous verrez que monsieur le commissaire chargé de mettre en œuvre le RSA, Martin Hirsch, avait bien clairement accepté que la période de non-application du RSA outre-mer serait transitoire, puisque je crois qu'à l'article 34, c'est en 2011 que le RSA doit s'appliquer outre-mer. En tout cas, je m'accroche à ce débat, aux engagements qui ont été pris par le haut-commissaire chargé de l'intégration ici. Il faut que le RSA, et donc le RSA jeune, soit appliqué à l'outre-mer. À force de faire 2 poids, 2 mesures, c'est ça qui crée le clash outre-mer. Ah, votre temps a été explosé, Jean-Paul Virapoulet. Allez, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Sénateur, il y a beaucoup de questions dans votre intervention. D'abord, vous faites état au projet de décret du cellier outre-mer. Je voudrais simplement vous rappeler, au moment où l'amendement a été adopté, le plafond qui a été retenu pour le plafond de loyer se situe entre 8 et 10 euros. La proposition aujourd'hui qui figure dans le décret est un plafond autour de 9 euros le mètre carré, qui correspond certes à la fois à un plafond qui est celui entre le PLS et le LLS. Donc on considère qu'aujourd'hui ce plafond répond à la gamme des logements intermédiaires, des logements sociaux. Alors pour les NTIC, le décret n'est pas complètement finalisé. Nous examinerons la liste au cas par cas des suggestions qui ont été faites. Simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas dénaturer le texte
L'objectif, c'était quand même de faire une zone, de faire à partir des NTIC une zone franche globale d'activité, donc un secteur prioritaire, et qu'à ce titre-là, il faut veiller à ce qu'on soit bien dans le champ des NTIC. Alors, vous soulevez par ailleurs la question de l'application de l'article 299.2 du traité pour permettre des adaptations, en se posant la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas une directive communautaire. Moi, je crois aujourd'hui, je ne pense pas que forcément il faille aller vers une directive. Peut-être qu'il faudra le travailler avec la Commission. Ce que je note aujourd'hui, c'est que la Commission considère à juste titre que nous n'avons peut-être pas utilisé pour les régions ultrapériphériques et nos régions d'outre-mer en général, plus cette disposition de l'article 299.2 qui nous aurait permis les adaptations dont nous avons besoin en termes de cohérence, je dirais, des politiques communautaires. Alors pour le RSA, je l'ai dit à plusieurs reprises, s'il y a eu un débat où effectivement à un moment donné les parlementaires ont fait savoir qu'ils souhaitaient l'application du RSA en même temps qu'elle s'appliquait au niveau de la France métropolitaine, par ailleurs, lorsque la question était soulevée pour sortir de la crise, il faut savoir que le gouvernement avait proposé cette application du RSA. Le gouvernement avait proposé cette application du RSA, mais la solution n'a pas été retenue parce qu'il fallait être dans une démarche qui considérait que peut-être ça devrait être un revenu complémentaire, ce que le gouvernement a considéré que ça ne pouvait pas être un revenu complémentaire, et c'est le dispositif RSCA qui a été préféré à celui du RSA. Bien évidemment, l'accord a été signé en ces termes, on est lié à cet accord. Maintenant, je viens de répondre au sénateur Gillot que s'il y avait les moyens pour avancer de manière à permettre une anticipation du RSA en sortant du RSCA, le gouvernement n'est pas opposé à accompagner toute démarche en ce sens, mais pour l'instant, nous sommes dans une application du RSCA et il ne peut y avoir un cumul des deux dispositifs puisque le RSCA est un RSA adapté en réalité. Merci. La parole est au président André Dulay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Lors de son passage, la mission a constaté combien les retombées financières du centre spatial de Kourou étaient faibles pour les collectivités territoriales. Comment la réforme de la taxe professionnelle va-t-elle s'appliquer? Est-ce que ce centre spatial sera inclus dans les grandes entreprises de réseau qui permettront d'équilibrer sur l'ensemble du territoire, tout en respectant les accords internationaux, les retombées de ce centre? Madame la ministre. Le centre spatial a un statut particulier, je l'ai dit, c'est un statut européen, il ne paie pas la taxe professionnelle. Aujourd'hui, le centre spatial participe à l'aménagement du territoire puisqu'il contribue à la réalisation de certain nombre d'équipements et sa participation est de l'ordre de 23 millions aujourd'hui sur 5 ans. Aujourd'hui, la question ne peut pas être abordée en ces termes. C'est vrai que se pose la question des retombées financières du spatial, mais il faut savoir aussi que nous sommes dans un secteur très concurrentiel et avec, je dirais, l'arrivée de d'autres pays qui, sur le champ du spatial, peuvent être concurrencés aujourd'hui, la France et l'Europe sur cette question. Il faut être prudent sur les modalités de participation du spatial. Merci. La parole est à Michel Magras. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 8 octobre dernier, le Conseil territorial de Saint-Barthélemy a adopté une délibération visant à demander au gouvernement d'engager le processus d'accession à son statut de PTOM. Il s'agit pour nous d'abord d'une démarche de cohérence, puisque nous avons un statut de spécialité législative et que l'Europe, en droit national, et que l'Europe impose à la France et donc à toutes les régions ultrapériphériques un régime d'identité législative. Autrement dit, si nous restons RUP, l'Europe continuera via la France à nous imposer un régime donc des obligations dans des domaines de compétences qu'elle nous a déjà transférés. De même, certaines contraintes sont difficilement acceptables. Je voudrais juste vous citer un exemple. La directive européenne sur l'essence a eu pour effet une augmentation immédiate de 22 centimes du litre, qui a eu pour conséquence, sur une année, un coût supplémentaire d'un montant plus de 2 fois supérieur à ce que l'Europe a prévu de nous accorder au titre du POI, parce que nous étions encore commune de la Guadeloupe.
Donc on nous donne 1 euro et on en paye 2. Enfin, le PIB par habitant de Saint-Barthélemy étant supérieur à la moyenne européenne, il est évident que nous allons définitivement fermer la porte de l'accès aux fonds européens. Alors il ne s'agit pas pour autant pour la collectivité de Saint-Barthélemy de ne pas appliquer les normes européennes. Nous souhaitons simplement les adapter et, disons, les mettre aux dimensions de notre collectivité, parce qu'il s'agit pour nous d'une qualité à offrir à nos concitoyens, à nos visiteurs et à la planète. À cet égard, Madame la Ministre, je souhaiterais donc connaître comment s'opérera cette jonction entre l'identité législative européenne et la spécialité législative locale. Et pourriez-vous m'indiquer quelles sont les étapes du processus et les conditions à remplir pour qu'il puisse aboutir? J'ai une deuxième question qui porte, la présidente nous a dit en début de séance que j'avais déposé une PPL visant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer chez les non-résidents les revenus de source locale. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure dès à présent de me donner le sentiment du gouvernement sur cette problématique. Enfin, je m'adresse au rapporteur, le collègue Denis Etcheverry, qui est absent, a souhaité attirer l'attention du rapporteur sur le fait que dans les COM, il y a également donc des problématiques communes avec les départements d'outre-mer et propres aux collectivités d'outre-mer, à certaines collectivités d'outre-mer, je le précise. Et il souhaite savoir si la mission, il constate que le président avait voulu étendre les états généraux à l'ensemble de l'outre-mer et il vous demande si la mission a l'intention d'être étendue à certaines collectivités. Je vous remercie. Le ministre. Et monsieur le rapporteur, bien entendu. Alors, votre question est très technique, monsieur le sénateur, nécessite qu'on le regarde de plus près. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en s'agissant du statut RUP ou PTOM, il faut qu'il y ait un vrai choix de la collectivité. On ne peut pas être à moitié RUP et à moitié PTOM. Donc il faudra à un moment donné faire un choix. Un choix au regard des avantages qu'offre le statut de RUP par rapport à celui de PTOM qui permet effectivement de déroger aux règles communautaires dans certains cas. Aujourd'hui, il semblerait que Saint-Martin veuille faire le choix d'aller vers le statut de PTOM. Bien évidemment, si cette demande était Saint-Barthélemy faisait le choix d'aller vers un statut de PTOM, le gouvernement accompagnera cette demande auprès de la Commission. J'ai eu l'occasion d'en parler hier au commissaire du développement à ce sujet. Simplement, au niveau de la procédure, puisque vous avez soulevé la question de l'application du droit qui aurait déjà été transposé dans le droit, du droit communautaire qui a été transposé dans le droit national. Il continuera de s'appliquer, à vérifier, mais sur le principe, il continuera de s'appliquer. Et pour le reste, ça permettra à Saint-Barthélemy, notamment sur certaines règles communautaires, de déroger, notamment au niveau des droits de douane, puisque c'est l'une des préoccupations pour avoir des recettes complémentaires. Alors, pour votre projet de loi, bien évidemment, nous y sommes favorables. Je vous avais répondu lors de l'examen de la loi concernant la Nouvelle-Calédonie. Simplement, il faut aujourd'hui, compte tenu des priorités, entre Saint-Martin qui a fait la même demande, nous regardons par rapport au calendrier parlementaire, s'il y a un créneau pour qu'on puisse débattre de ce projet de loi, mais il n'y a aucune difficulté sur le principe. Monsieur le rapporteur. Oui, je remercie mon collègue de nous avoir posé cette question, qui est peut-être la meilleure question de la journée, puisqu'il nous demande si on va continuer le rapport qu'on a fait en dépassant les 4 DOM et en allant dans les autres territoires. Alors, ça ne relève pas de nous, puisque la mission, elle est terminée, le rapport a été rendu, et donc la mission n'existe plus. À partir de là, il y a un groupe qui probablement va se mettre en place de travail, et si le président du Sénat et le bureau et les présidents de groupe considèrent que notre travail a été de qualité et positif, peut-être, on ne sait jamais, qu'on continuera à travailler, ce qui permettra d'alimenter de façon positive les réflexions du gouvernement. Il est bien évident qu'on a un acquis, et que cet acquis, ça serait dommage de ne pas le valoriser. La valorisation des acquis, c'est important, Monsieur le Président. Et donc, j'espère que le Sénat tiendra compte de cet acquis de qualité. Bien, je crois que vous avez une réponse. Alors, nous poursuivons, car il y a de nombreux inscrits encore. Christian Cointat. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise sans précédent qui a affecté en février dernier, durant plusieurs semaines, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion
a posé la question du modèle de développement et de société souhaitable pour les départements d'outre-mer, et plus largement pour l'ensemble de l'outre-mer français. Comme l'a souligné le président de la République le 19 février dernier, un cycle historique s'est achevé en outre-mer qui, au-delà des réponses conjoncturelles, appelle des réponses à long terme. Les États généraux de l'outre-mer ont été l'occasion d'une forte participation des ultramarins. Cette formidable volonté de mouvement doit maintenant se traduire par des décisions concrètes, à court terme ou plus structurelles, afin d'engager un vaste plan de modernisation de l'outre-mer et de rénover en profondeur le mode de sa relation avec la métropole. Alors, Madame la Ministre, voici ma question. Pouvez-vous nous faire le point des synthèses des travaux de ces États généraux, où le thème de la gouvernance a été l'un des sujets les plus évoqués, et nous préciser les leçons que vous en avez tirées, comme les actions que vous envisagez? Je vous remercie. Madame la Ministre. Ce que je note au travers des réflexions qui ont été menées sur le terme de la gouvernance, c'est qu'il y a vraiment une volonté de ne pas avoir un modèle unique. Je l'ai dit tout à l'heure, les ultramarins attendent à ce qu'on prenne en compte leurs attentes territoire par territoire, parce que l'histoire de ces territoires n'est pas identique et qu'ils souhaitent établir des relations différenciées en fonction du lieu géographique dans lequel ils vivent. Les Guyanais ne souhaitent pas la même chose que les Martiniquais, que les Guadeloupéens, que les Réunionnais, que la Polynésie. Et j'ai même indiqué un jour lors du débat qu'on s'acheminera peut-être par une gestion où on aura 11 territoires avec 11 statuts particuliers. On est vraiment dans une réponse de faire du sur-mesure pour être sûr qu'on est dans une réponse aux attentes de ces populations. Alors, ce que je note aussi, c'est que cette volonté se traduit par plus d'État. Un État qui soit plus présent, un État qui garantisse l'intérêt général et un État qui soit, je dirais, garant des libertés, d'une plus grande justice sociale. Ce message, il est très fort, donc il va s'accompagner vraisemblablement par une déconcentration des services de l'État, un renforcement, je dirais, des moyens de l'État dans les territoires et peut-être une meilleure cohérence de l'intervention des services de l'État dans les territoires d'outre-mer. Donc je pense que c'est très important que cette question soit abordée aujourd'hui, mais je ne voudrais pas que le cœur des États généraux se limite à la question de la gouvernance, parce qu'au travers de la question de la gouvernance, on voit bien qu'en matière de politique économique, de politique de l'emploi, de politique de la formation, il y a beaucoup à faire, il y a de fortes attentes et il faut pouvoir répondre aux préoccupations de nos compatriotes d'outre-mer. La parole est au président Serge Larcher. Oui, Madame la Secrétaire, Madame la Ministre, je vais vous interroger sur la situation du tourisme à la Martinique. La France est la première destination touristique mondiale. Cette affirmation interpelle aux Antilles françaises quand on connaît sur place la sinistralité de l'industrie touristique aggravée par la crise sociale de février 2009. Actuellement, les hôtels ferment, les licenciements économiques se multiplient, ainsi 500 emplois ont été perdus en l'espace de 18 mois. Ce constat est d'autant plus cruel quand on sait que l'ensemble des îles non francophones de la Caraïbe ont fait le choix du tourisme comme premier secteur de développement économique. Certes, des mesures locales et immédiates des collectivités régionales sont indispensables, mais une forte implication de l'État est nécessaire pour la mise en œuvre d'un plan vigoureux de soutien financier et de relance du secteur. Visitant le salon Top Resa en septembre dernier, vous avez affirmé vouloir vous impliquer fortement à côté des collectivités, appelant même à un électrochoc pour qu'enfin le tourisme puisse se développer outre-mer. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande, c'est un nombre de questions. Quelle part l'État entend-il prendre dans la relance du tourisme aux Antilles françaises? 1. Quelles sont les vraies mesures d'accompagnement et les outils financiers mis en place pour sauver ce secteur? 2. Quelles instructions sont données aux chefs de service de l'État localement à la Martinique pour éviter la cascade de dépôt de bilan? 3. Enfin, 4. Pourquoi les services fiscaux et avec eux Bercy excluent-ils les destinations entières des lieux accueillant les séminaires de formation alors que ce potentiel de clientèle est indispensable, notamment en période dite de basse saison? Ensuite, quelles sont les mesures prises conjointement par votre ministère et celui du transport pour désenclaver la Martinique et la Guadeloupe et ouvrir le ciel des Antilles à partir de Roissy-Charles de Gaulle? Enfin, Madame la Ministre,
les Antilles veulent faire de ce secteur le premier vecteur de développement. Le gouvernement est-il prêt à les accompagner de manière durable? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Effectivement, monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler la déclaration que j'ai faite à Topresa concernant le tourisme, d'autant que le tourisme est un secteur prioritaire pour l'outre-mer, parce que nous savons que c'est un secteur à forte potentialité, notamment en termes d'emploi. Alors sur le tourisme, je crois qu'il faut agir à 3 niveaux. Il faut agir à court terme, à moyen terme et à plus long terme. À court terme, compte tenu de la crise sociale que nous venons de traverser, il faut relancer l'activité et ça passera forcément par des actions de communication, une sensibilisation sur la destination. C'est la raison pour laquelle j'ai fait savoir au comité du tourisme de la Martinique que j'étais disposée à accompagner cette démarche dès lors que cette démarche s'inscrive dans des actions dont on pouvait mesurer les conséquences réelles sur le nombre de touristes qui pourraient être accueillis à partir de la prochaine saison. Donc nous travaillons sur cet aspect des choses et j'aurai l'occasion de me rendre très prochainement à la Martinique avec Hervé Novelli pour présenter quelques dispositions à ce sujet. Alors à moyen terme, à court terme aussi, il y a tous les dispositifs d'aide, de soutien pour que les entreprises fassent face à la situation particulièrement difficile, notamment, je ne vais pas citer le plan Corail, d'appurement des dettes, d'étalement des dettes, etc. Ça fait partie effectivement des mesures de soutien des entreprises pour éviter que les hôtels ne ferment, comme on a pu le constater ces derniers mois. Alors, à moyen terme, nous avons tout le dispositif de la LODEOM, puisque vous savez qu'en tant que secteur prioritaire, il dispose de moyens considérables aujourd'hui, aussi bien au niveau de la défiscalisation que les exonérations de charges. Je pense à la rénovation hôtelière, je ne vais pas lister tous ces dispositifs. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est que nous ne pourrons pas relancer le tourisme si nous n'en réglons pas 2 problèmes. D'abord, celui de la confiance. Et pour rétablir la confiance, il faut faire en sorte que la tension sociale qui existe sur nos territoires s'apaise, parce que c'est la seule façon de revaloriser la destination. Nous avons des fortes potentialités dans le domaine du tourisme. Il faut qu'on puisse baisser d'urgence la question des tensions sociales qui s'opèrent en Outre-mer. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, il faut aussi que les Martiniquais, les Guadeloupéens, alors c'était peut-être parce que je suis ultramarine, je me suis autorisée à le dire, s'approprient, je dirais, ce secteur d'activité et ne considèrent pas que le tourisme est forcément le secteur dans lequel on espère avoir un emploi parce qu'on n'a pas trouvé d'autres emplois. Il faut permettre à des cadres d'occuper des responsabilités pour montrer aussi que dans le tourisme, ça peut être un ascenseur social et que ce n'est pas simplement un secteur où on y va parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Et cette question d'appropriation, vous le savez très bien, parce que nous avons une histoire douloureuse, il faut qu'on puisse dépasser cette difficulté et si on arrive à dépasser cette difficulté, je crois que tout le monde pourra contribuer à faire du tourisme l'une des premières activités en Outre-mer. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Oui, si vous permettez, Monsieur le Président, simplement, je voudrais dire à la suite de Madame le Ministre, puisqu'elle s'est autorisée à le dire, que si elle ne l'avait pas dit, je l'aurais dit, même n'étant pas ultramarin. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir, et c'est un problème après d'hommes et de femmes. Et c'est donc là qu'il y a le problème à résoudre. Merci. Daniel Laurent, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, je souhaiterais vous poser 2 questions sur les prix et la concurrence dans les pays d'outre-mer. En matière de grande distribution, l'autorité de la concurrence a souligné, dans son avis rendu en septembre, l'importance des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer, appelant à plus de concurrence dans ce secteur. Plus de 50% des écarts de prix relevés sont ainsi supérieurs à 55%. Ce constat rejoint les données issues du relevé de prix effectué par la mission commune d'information. Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre dans ce domaine ? Que pensez-vous des propositions de l'autorité de la concurrence et notamment de celles tendant à créer des centrales d'approvisionnement et de stockage régionales qui permettraient de réduire les coûts et de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires? Merci. Madame la Ministre. La question des prix est centrale. Aujourd'hui, effectivement, l'autorité de la concurrence a rendu un rapport
qui montrent des écarts de prix importants. Je crois que l'autorité de la concurrence ira au-delà de ce rapport puisqu'elle m'a annoncé, j'ai été amenée à recevoir le président de cette autorité, de poursuivre en faisant des enquêtes complémentaires. S'il y a nécessité de renforcer la législation, nous le ferons. Donc ça, c'est la première chose. Pour le reste, en ce qui concerne les propositions de l'autorité de la concurrence, notamment avec cette plateforme de centralisation, je crois que ça nécessite d'être expertisé parce qu'il ne faudrait pas, à partir d'une recherche des meilleurs coûts, nous créons aussi d'autres monopoles qui, au bout du compte, feraient augmenter le prix des marchandises. Donc tout ça nécessite une expertise. On a pris en compte ces propositions, on les examinera pour qu'à un moment donné, elles puissent être mises en application. Voilà. Merci bien. Alors nous poursuivons. C'est Lucienne Malovry qui a la parole. Elle l'attendait depuis longtemps. Question très courte, Monsieur le Président. Madame le Ministre, la mission d'information a pu constater au cours de son déplacement les difficultés rencontrées dans l'identification des bases imposables de la fiscalité locale dans les DOM. Les services fiscaux mènent déjà des actions, bien sûr, dans le sens d'une meilleure identification, mais ces efforts semblent encore très insuffisants. Quel renforcement des actions le gouvernement envisage-t-il, Madame le Ministre, pour répondre aux besoins impérieux d'améliorer cette identification? Merci. Merci. Madame la Ministre. Vous posez la question effectivement des bases imposables. Il faut qu'on puisse les élargir aujourd'hui en Outre-mer. C'est ça qui va permettre de fiabiliser et de pérenniser les recettes des collectivités locales. Ce travail a été à un moment donné proposé à l'ensemble des collectivités d'Outre-mer en 2003. Je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse le relancer. L'État est prêt à accompagner les collectivités en renforçant les moyens qu'ils disposent pour faire en sorte qu'on puisse arriver à cette base beaucoup plus élargie qui permettra d'augmenter les recettes. Des expérimentations ont été menées notamment en Guyane et ça a permis d'augmenter considérablement la recette de certaines communes et on peut s'en féliciter et je crois qu'il faut qu'on poursuive dans ce sens. Merci. C'est à Marc Laménie. Vous avez la parole, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question donc concerne l'accroissement du produit de la fiscalité locale. La mission d'information a constaté que les taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu dans les départements d'outre-mer étaient très inférieurs aux taux en métropole, 80% contre plus de 98%. Bercy n'a pas pu fournir les données relatives à la fiscalité locale. Toutefois, il est probable que le recouvrement des impôts locaux soit également déficient. Donc ma question à Madame la Ministre concerne donc est-ce que des efforts supplémentaires sont-ils envisagés pour accroître l'efficacité du recouvrement des impôts locaux dans les départements d'outre-mer? Je vous remercie. Voilà, on est dans la fiscalité locale, Madame la Ministre. Je voudrais répondre à Monsieur le Sénateur en disant que la réponse est en lien avec celle que je viens d'apporter à votre collègue. Bien évidemment, il faut d'abord renforcer les moyens pour permettre que ce taux de recouvrement se rapproche de celui de la métropole. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra aussi élargir les bases fiscales pour permettre de garantir aux collectivités des recettes beaucoup plus importantes. Mais ce travail pourra se faire aussi en lien avec les collectivités locales. Françoise Denneron, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, malgré la spécificité des DOM, l'organisation de l'administration déconcentrée de l'État n'est guère différente de celle de la métropole. Or, le schéma actuellement retenu n'est pas satisfaisant. D'une part, il convient de mieux adapter les structures de l'administration locale aux besoins locaux. Les nouvelles structures qui se mettent en place peu à peu en métropole, dans le cadre de la RGPP, ne sauraient être appliquées telles quelles sur des territoires tels que les DOM. D'autre part, incontestablement, dans plusieurs domaines, les moyens de l'administration d'État ne sont pas suffisants pour faire face à des situations très particulières. Je citerai notamment le cas des services chargés de la concurrence qui ne sont pas suffisamment dimensionnés
par rapport aux enjeux dans des économies naturellement oligopolistiques. Sans parler de la déficience des services chargés du travail et de l'emploi face à des pratiques très développées de travail dissimulé. En réalité, conjointement à leur désir d'une plus grande autonomie institutionnelle, les DOM demandent un renouvellement de la présence de l'État. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, moins d'État, mais au contraire, une meilleure reconnaissance de leurs spécificités dans leur prise en charge par l'administration déconcentrée. Dans ces conditions, Madame la Ministre, pourriez-vous nous faire part des pistes envisagées par le gouvernement pour réformer l'administration déconcentrée outre-mer? Madame la Ministre. Je crois que la question, effectivement, de l'organisation des services de l'État en Outre-mer, il ne faut pas peut-être se dire qu'on pourrait tout modéliser. Donc il faut regarder la situation territoire par territoire. Aujourd'hui, il est certain qu'il faut qu'on puisse organiser les services de l'État différemment. Il faut peut-être aussi revoir les missions, plutôt concentrer les services sur certains territoires dans des missions très précises qui correspondent à un besoin. Je crois que la question, certes, elle se pose en termes de moyens, mais en fait, la question qui nous a surtout été posée, c'est plutôt d'avoir mieux d'État que plus d'État. Donc ça veut dire qu'il faut rechercher l'efficacité, il faut chercher une meilleure cohérence, il faut chercher une meilleure coordination. Ça passe aussi par le regroupement sous une même autorité. Tout ça doit être vu en fonction des territoires et c'est bien l'objet de notre réflexion et qui va déboucher vraisemblablement sur un certain nombre de propositions puisque, comme je vous l'ai dit, il y a la volonté de renforcer l'action de l'État dans les territoires, mais ça passera peut-être par des moyens, mais pas simplement par des moyens. Il faut aussi entendre par mieux d'État et mieux organisé. Merci. Georges Patient. Madame la Ministre, vous n'avez aussi pas répondu à ma demande de maintien de la SA d'HLM. Bon, c'est une simple remarque, ça ne va pas être l'objet de ma question. Ma question portera sur un sujet qui a été traité dans le rapport et qui concerne le schéma minier de Guyane. Comme vous le savez, jusqu'à ce schéma, l'activité aurifère était une activité d'importance en Guyane. On y exportait plus de 4 tonnes à 5 tonnes de chaque année. Or, depuis les travaux d'élaboration de ce schéma minier, l'activité légale a été plus ou moins arrêtée. Beaucoup de petits orpailleurs ne trouvent plus le renouvellement de leur AUX, leur autorisation d'exploitation. Mais en contrepartie, les orpailleurs clandestins continuent à piller et d'après toutes les informations qu'on leur peut avoir, c'est quasiment 6 tonnes d'or qui disparaissent du sous-sol guyanais chaque année sans aucune retombée au niveau du pays. Alors, quid de ce schéma minier, puisque comme vous le savez, ça a été considéré comme un verrou au niveau du rapport du Sénat. Ce schéma est très décrié en Guyane. Mais bon, on n'en sait pas plus, il n'est toujours pas adopté, mais pour autant, les autorisations d'exploitation ne sont pas délivrées et l'activité légale est quasiment éteinte. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous savez mieux que moi comment a été décidée la réalisation de ce schéma minier. Antérieurement, il n'y avait rien. Et vous savez que ça a été un sujet très difficile puisqu'un grand projet industriel qui devait s'implanter en Guyane et qui était porteur de nombre d'emplois considérables pour la Guyane n'a pas pu être réalisé faute de documents d'aménagement du territoire. C'est bien pour cela que le schéma minier a été engagé. Aujourd'hui, il est sujet à des observations, des réflexions de la part des collectivités. Aujourd'hui, ce travail a été finalisé sur la base effectivement de concertation avec à la fois les orpailleurs, à la fois, je dirais, les collectivités locales qui ont été consultées à un moment donné. Si aujourd'hui il y a nécessité d'une articulation et de revoir ce schéma pour tenir compte d'une activité économique, le schéma minier viendra en consultation devant le Conseil général et devant le Conseil régional et il y aura tout loisir effectivement de prendre en compte vos observations à ce moment-là.
Parce que, parallèlement, il faut que ce schéma minier soit en articulation avec le schéma d'aménagement régional dont nous sommes en attente de ces premiers cadrages. Donc, vous comprenez que le schéma minier doit s'articuler avec le schéma d'aménagement régional. La procédure, il fallait l'engager parce que c'était préjudiciable à la Guyane de ne pas avoir ces documents de cadrage, notamment par rapport à l'activité aurifère. Donc, je crois qu'il était important d'avancer. Maintenant, nous serons à l'écoute des collectivités dans le cadre de la consultation qui est obligatoire. Alors pour la SHLM, je veux bien vous répondre. S'agissant de la SHLM, vous savez que nous avons le souci de régler ce dossier très rapidement pour deux raisons. D'abord pour préserver, je dirais, les intérêts financiers des collectivités, parce que vous savez qu'il y a des montants de garantie qui ne sont pas négligeables, et donc il ne faut pas qu'on aille vers une liquidation judiciaire, et que d'autre part, je crois qu'il y a beaucoup de locataires, il y a beaucoup de Guyanais qui attendent qu'on règle la situation de la SHLM, parce que nous ne pouvons pas faire les opérations de réhabilitation, et nous ne pouvons pas construire des opérations importantes, notamment dans le cadre de l'opération de Cayenne, qui est financée dans le cadre de l'ANRU, et je crois qu'il est urgent de trouver une solution par rapport à la gouvernance au niveau de ce bailleur social. C'est la raison pour laquelle on est à l'écoute, on attend des propositions, mais avec Benoît Apparu, nous prendrons une décision très rapidement. Merci. Claude Lise, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux évoquer le problème de l'aide à la balance. Bon, il ne faut pas que les collègues se méprennent sur le terme. L'aide à la balance, c'est un complément de rémunération qui est accordé aux planteurs lorsqu'ils livrent la canne à l'usine. Alors vous savez que c'est une aide qui est absolument indispensable puisqu'elle c'est un complément de rémunération qui permet une fourniture effective à l'usine. Et pour la Martinique, il n'y a plus qu'une usine, comme vous le savez, qui est en réalité, on peut dire, portée à bout de bras par la collectivité départementale, la collectivité régionale. Alors, pourquoi je pose la question? C'est parce que en Martinique, l'aide à la balance est une aide à laquelle participe fortement le Conseil général, alors qu'en Guadeloupe et à La Réunion, l'État prend en charge totalement cette aide à la balance. Donc, compte tenu de la situation qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, évidemment, le président du Conseil général que je suis ne cesse de réclamer, d'ailleurs même avant les difficultés actuelles, que l'on rétablisse certaine équité dans cette affaire. Je ne vois pas pourquoi la Martinique a un régime là très particulier. Là, on a fait de l'adaptation, curieusement, et alors qu'à La Réunion et à la Guadeloupe, l'État fait face entièrement à cette aide à la balance. Alors, nous avons soulevé le problème plusieurs fois auprès de plusieurs ministres de l'Agriculture. Alors, il y en a un, c'est M. Dominique Bussereau, à l'époque, en 2005, qui nous avait pratiquement donné un avis favorable sur une prise en charge par l'État. Malheureusement, il n'a pas réalisé ça avant de quitter son ministère. Et donc, ce que je voudrais vous demander, Madame la Ministre, c'est d'intervenir auprès de votre collègue ministre de l'Agriculture actuellement, pour lui demander s'il serait d'accord pour que ce qu'avait prévu M. Bussereau se réalise. Ce serait même de notre part une demande urgente. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une réforme sur ce plan-là prenne effet avant la campagne prochaine, compte tenu des difficultés que nous avons déjà évoquées. Claude Lise, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Lise, j'ai eu connaissance effectivement de cette difficulté. Je sais que l'aide à la balance n'est pas applicable à la Martinique. Et d'ailleurs, je me suis préoccupée de savoir les raisons qui font qu'effectivement, en Guadeloupe, l'aide à la balance est appliquée notamment à l'usine Gardel et pas en Martinique. Donc, ce problème, je vais le regarder et je m'engage à vous apporter une réponse. Mais je vous donnerai la réponse. Aujourd'hui, j'ai eu connaissance et je n'ai pas encore eu l'occasion de le traiter en lien avec le ministère de l'Agriculture, mais je vous apporterai une réponse très précise là-dessus pour expliquer pourquoi il y a ce traitement différencié au niveau de l'aide à la balance. Merci. Et le dernier orateur inscrit, Sophie Joissin.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, la mission sénatoriale sur la situation dans les DOM a préconisé la mise en place d'un statut de l'étudiant ultramarin, de même que le rapport des professeurs Hervé Bossard et Pascal Jean, qui a été remis au gouvernement en mai dernier. Qu'en est-il aujourd'hui des possibilités de continuité territoriale prévues par la LODEOM et quand ces étudiants pourront-ils bénéficier d'un dispositif Erasmus régional spécifique pour faciliter leur mobilité géographique? Enfin, le projet de création de 2 grandes universités francophones, l'une pour l'océan Indien et l'autre pour les Antilles et la Guyane, progresse-t-il? Et Madame la Ministre. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans une réflexion concernant la refonte globale de la dotation continuité territoriale et de la politique en la matière. Aujourd'hui, s'il y a une volonté d'ouverture de nos universités avec des universités dans l'environnement régional des territoires, vous imaginez qu'il faudra qu'on prenne en compte le fait qu'au titre de la continuité territoriale, nous puissions élargir le dispositif et qu'il ne soit pas simplement limité à une relation et des déplacements des étudiants entre les territoires d'outre-mer et la métropole. Donc moi j'ai le souci aussi de prendre en compte les besoins des étudiants dans ce secteur. Rien n'est arrêté, nous sommes en train d'y réfléchir. Merci. Vous venez de suivre un débat sur la situation des départements d'outre-mer. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.